Salut à tous et bienvenue pour le 110e numéro de Hors-jeu Capital. Évidemment, on va revenir sur la qualification du Paris Saint-Germain hier face à Montpellier pour la finale de Coupe de France. Résultat 2-2 et tir au but remporté par le Paris Saint-Germain. Je vais vous présenter mes acolytes du jour et je garde le meilleur pour la fin, bien évidemment. Yacine Amned, comme d'hab. Comment ça va, Yacine? Salut à tous, ouais, ça va bien, merci. T'as l'air d'avoir une bonne mine ce matin, hein. Ouais, ça va mieux là, c'est la fête aujourd'hui. Ah, t'as pu boire ton petit café, c'est cool. Ouais, ouais. De l'eau Bon. surtout, de l'eau. Nicolas Puravo, salut Nico. Salut Mousse, salut tout le monde. Belle coupe de cheveux comme d'habitude. Ah, je viens d'aller courir moi, hein. J'ai pas pris de café ce matin encore. Ah oui, c'est le sportif de la bande. Ouais. Et puis pour terminer, le seul, l'unique, Julien Cazard. Mollo, doucement. Alors moi, j'ai pas couru parce que je suis sportif, mais je fais ping-pong. Donc ping-pong, tu vois, je m'entraîne tous les jours à RMC parce qu'on a une nouvelle table de ping-pong. Là, je suis bien. Oui. Ah ouais. Là, je commence à pas mal. Et t'as pas fait le tournoi, toi? J'ai entendu dire qu'il y avait un Le tournoi. problème, c'est que je devais faire un Skype avec des mecs de Saint-Etienne. J'étais à l'arrache, j'ai torché, j'ai fait n'importe quoi. Ouais. J'ai perdu contre Emmanuel Le Chypre. T'imagines le mec, il sait même pas un joueur de ping-pong. C'est la honte. Ouais, C'est la honte, Julien. Vraiment, tu me déçois beaucoup. J'ai fait une Sarabia, quoi. Je suis venu, mais sans être là, quoi. Ouais, c'est un peu ça d'ailleurs. C'est un peu son match d'hier. Ouais. Voilà. Pour commencer le podcast, on ne va pas commencer tout de suite par le débrief du match du PSG, parce qu'on a la chance d'avoir Julien. On voulait un peu l'interroger un peu sur les 6 derniers mois, un tout petit bilan, parce qu'il est avec nous pour 30 minutes. Et Julien, première question. Alors, je sais que tu n'étais pas très, très fan de Thomas Tuchel, pour plusieurs raisons. Et donc, Pochettino est arrivé. La première question, Julien, ton sentiment sur les 4 mois qui viennent de s'écouler avec Pochettino à la tête de l'effectif, Julien? Ouais, moi, honnêtement, j'ai vraiment l'impression que quand tout le monde analyse le PSG, tu as l'impression qu'on est dans une année normale. C'est qu'en fait, on analyse le PSG comme si c'était une année normale. Cette année, elle est dingue. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire qu'une équipe, elle enchaîne 2 saisons d'affilée. Tu vois, c'est-à-dire le lendemain de la finale de Ligue des Champions, tu as une première journée de Ligue 1. Donc en fait, je pense qu'il y a une fatigue nerveuse, une redescente totale, même physique, nerveuse, tout, du groupe, qui fait que bon, c'est dur d'avoir tu peux avoir un jugement sur les 4 mois, mais je trouve que c'est dur d'avoir un jugement normal sur les 4 mois. Je pense que Pochettino, il arrive, on lui demande un peu il doit être en même temps un mec qui bâtit et en même temps pompier de service, c'est-à-dire remets-nous une équipe sur pied, on a le Barça, remets-nous une équipe sur pied, on a le Bayern. Donc en fait, en même temps, en opération commando Ligue des Champions et en même temps, tu dois te mettre dans l'idée de construire une nouvelle étape. Donc je pense que c'est très compliqué. Par moment, il a l'air serein sur pareil. Quand le mec il bouge pas sur le banc, on dit regarde cette sérénité. Puis quand il bouge pas, on dit ah mais regarde, il bouge pas. Donc voilà, en fonction du résultat, t'as pas la même vision du mec, tu vois. Donc Pochettino, je le jugerai, j'ai l'impression plus l'année prochaine que là. Je pense que là ils sont tous carbo. Ça se voit, même que ce soit le match d'hier ou les autres matchs qu'on a vus, t'as l'impression qu'on arrive à faire une super mi-temps à chaque fois et puis qu'à la fin on s'effondre, quoi. Et je peux pas croire que c'est ah ouais ils ont lâché et tout. Donc les mecs en fait sont hyper motivés pendant 45 minutes et puis tout d'un coup non, ils pensent au café crème qu'ils prendront après ou alors peut-être à la petite binouse. Non, je pense vraiment que et c'est ça qui les rend nerveux, je pense. Voilà. Donc c'est pour ça que je te dis le bilan, on le fera peut-être à la fin, mais pour moi le bilan il est plutôt positif parce que pour moi, notre traumatisme, c'était pas de pas gagner la Ligue 1, c'était pas de pas gagner la Coupe de France, c'était de pas battre des grosses équipes. C'est-à-dire, quand on était dans le dur, on perdait. C'est-à-dire que soit on régalait, soit on perdait. Et moi, je suis content parce qu'on a tapé le Barça en étant dans le dur dans le deuxième match, alors que c'était le Barça, on peut dire ce qu'on veut. Avant, le mec, tu mettais l'équipe de Plabenec, qui mettait Mahu du Barça de Manchester, on perdait. Et le Bayern, on a été dans le dur, mais on a gagné. Et on a même fait un super deuxième match. Donc, moi, je dis, là, dans la construction du club, moi, je trouve qu'il y a une progression. On peut dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, quand on joue un match de Coupe d'Europe, les gens rigolent plus. Ils font pas, c'est quoi cette paillasse? Ils se disent, ah tiens, c'est le PSG, il va falloir les jouer, quoi. Et je pense que ça, déjà, c'est pas mal. Donc, du coup, tu penses que malgré tout, c'était quand même une bonne décision de se séparer de Thomas Tuchel? Parce que, est-ce qu'avec Thomas Tuchel, on aurait eu le même deuxième parcours selon toi? Et moi, j'adore les mecs qui t'expliquent. Ah, regarde, Thiago Silva, il en fait la Ligue des Champions avec Thomas Tuchel. Et nous, on n'a pas rencontré le Real de Vinicius et l'Asensio. On n'a pas rencontré
sais plus qui l'a rencontré. Il a rencontré qui juste avant. Porto. Voilà. Donc, si tu veux, oui, il n'a pas encore battu Manchester City sur 2 matchs. Il n'a pas battu le Bayern sur 2 matchs. Bon, voilà. Donc, à un moment donné, c'est des comparaisons débiles. C'est-à-dire que moi, Tourelle, là, il est bien gentil, mais quand il était au PSG, il faisait nimp. Il était en bas de trip tout le temps. Il craquait complètement. Il était, donc, et c'est pareil. Moi, Thiago Silva, bon, tout le monde nous explique que maintenant, il est en finale, Thiago Silva. Mais Thiago Silva, j'en remarque que les deux, il a fait une finale l'année dernière. Il a fait une finale, s'il fait une finale cette année, c'est 2 années où il n'y a pas de public. J'ai l'impression que lui, c'est un mec à huis clos. Bon, peut-être c'était ça qu'il fallait, lui, Thiago Silva. C'est qu'en fait, dès qu'on était au parc et qu'il y avait du monde, il se faisait dessus. Il faut qu'il joue à huis clos. C'est le meilleur joueur du monde à huis clos. Bon, tu vois, c'est les raccourcis, quoi. Tu vois, Thomas Tuchel, ça va. Et puis bon, voilà, c'est un truc de rageux. Pour moi, c'est un truc de rageux. On est dans un pays de rageux. Donc, évidemment, t'imagines bien que si Manchester United gagne la Ligue des Champions, l'Europa League, on mettra Cavani en une. Si c'est Villarreal, on mettra Emery. Si c'est Tourelle, on mettra Tourelle. T'inquiète pas. Je veux dire, t'as l'impression que quoi qu'on fasse, Cavani, tout d'un coup, on n'aurait jamais dû le lâcher, Cavani, parce qu'il va gagner l'Europa League. Hein, alors que Cavani, c'est grâce à lui qu'on est là en demi-finale, parce que Cavani, quand il a dû nous tuer avec Manchester en poule, il l'a pas fait. Et ils sont en Europa League. Et oui, mais oui. Et c'est ça qui me fait marrer, c'est que moi, Cavani, j'aurais regretté s'il m'avait mis un doublé et qu'il m'avait éliminé de la Ligue des Champions en poule. Bah non. Voilà. Ton match référence. Vas-y. Juste pour rebondir là-dessus, ça c'est vrai que c'est un truc qui est énervant parce que en fait les gens, tu sais, ils prennent les joueurs et quand ils réussissent ailleurs, tu as l'impression que tu sais, c'est à cause de toi. Alors qu'en fait le foot c'est aussi ça, c'est-à-dire que comme je le dis souvent, un joueur, il y a des joueurs qui sont faits pour jouer à Bordeaux tranquille et tout, il y a des joueurs qui sont faits pour jouer à Bastia et qui aiment se faire insulter entre guillemets, il y a des joueurs qui sont faits pour être à Paris ou à Marseille, il y a des joueurs qui sont faits pour être à Strasbourg. Le contexte c'est toujours différent, déjà l'équipe que tu as autour de toi. Et en fait, de dire ça à chaque fois, moi aussi, ça m'énerve parce que, tu sais, c'est comme si tu avais gardé Cavani, tu aurais gagné la Champions League, sauf que Cavani, il a été là 8 ans et tu ne l'as pas gagné. Et tu as des fois même pas passé les 8e avec Cavani. Donc, c'est des bêtises. Tu vois, et comme l'histoire de Thiago Silva pour finir, Thiago Silva au PSG, peut-être qu'à Chelsea, il est différent parce qu'il n'est plus dans ce contexte-là. Au PSG, on l'a vu quand même pendant des dizaines de matchs reculer dans sa surface. On ne l'a pas inventé, tu vois. Donc, ouais, ok, peut-être qu'à Chelsea, il ne le fait plus parce que le contexte est différent, mais c'est trop facile à chaque fois de dire ça. C'est comme un joueur que tu vends et tu dis, ah, il éclate ailleurs. Bah ouais, il éclate parce que le contexte lui convainc mieux, parce qu'il y a une autre pression. Enfin bref, voilà, il y a toujours ça à prendre. Et c'est vrai qu'on oublie facilement, on te le jette. Et bon, nous, avec Paris, c'est encore pire parce que cette année, tu as Tourelle, tu as Emery, tu as Cavani, tu as l'impression que c'est le festival. C'est extraordinaire. Non, mais après, par exemple, c'est toujours pareil, c'est que le contexte parisien, il est très particulier, il n'y a pas d'équivalent en Europe, quoi qu'il arrive, parce que tu n'as même pas une presse positive contre une presse négative. Tu as que des presses qui sont à charge pour des raisons X ou Y, l'équipe, parce qu'ils sont en conflit avec le PSG, bon, après ça les regarde, mais comme il n'y a pas d'autres presse, bon mais voilà, et puis surtout, tu sais très bien que tu vas plus vendre en tapant sur Paris qu'en disant du bien de Paris, parce que voilà, on est un pays ultra jacobin, ultra centralisé. Bon, mais à la limite, ça fait partie du jeu. Mais dans l'analyse, tu es obligé de l'intégrer. C'est-à-dire que même pour les joueurs, je pense que la pression sur le club et sur les joueurs est différente à Paris parce qu'ils se sentent, et encore plus quand il n'y a pas de public. Parce que quand tu es un joueur du PSG, tu sais très bien que le seul moment où tu vas te sentir, entre guillemets, soutenu, c'est au parc. Parce que sinon, dans ta vie de tous les jours, bah, personne ne te parle parce que tu es noyé dans une ville qui n'est pas très foot, entre guillemets, on peut le dire, même s'il ne faut pas le dire trop, mais bon, c'est vrai. Ils peuvent se balader dans la rue, ils ne vont pas se faire assaillir, hein, surtout à Saint-Germain-en-Laye. Donc, et de l'autre côté, quand c'est les médias, il y a beaucoup de trucs à charge. Par exemple, même si moi je ne suis pas un chouineur, je n'ai pas entendu une seule réflexion sur le fait que le mec qui t'a battu est quelqu'un qui a dépensé 2 milliards, alors que tu en as dépensé 1,3, que ça fait 15 ans qu'il est propriétaire et que c'est la première fois qu'il passe les demi-finales en 15 ans, et surtout que ce club ne devrait même pas y être en Ligue des Champions. Ils ont été exclus et qu'ils ont dû faire une menace de procès à l'UEFA pour être réintégrés. Donc si toi tu fais ça en tant que PSG, si toi tu dépenses 2 milliards, que tu es hors fair play financier, que tu as fait un wad à tout le monde et que tu reviens parce que tu as menacé d'aller voir le tribunal du sport, mais mec, quoi que tu fasses, on te dit, mais ça vaut rien ta victoire. Mais toi, quand tu te fais battre par ces mecs-là qui sont plus riches, qui ont dépensé plus, Ruben Dias, qui t'a mis la misère parce qu'il a été extraordinaire, mais ils l'ont acheté parce qu'ils ont pu faire ça.
au fair play financier. Nous, on s'est fait prêter, en 4 ans, on s'est fait prêter Florenzi, on s'est fait prêter Moïse Kean, on a pris Herrera gratos, on a Michel Bakker. Non. Ils ont pas, alors, je suis d'accord avec toi, mais peut-être c'est parce qu'ils n'ont pas dépensé de la même manière. Par exemple, jamais ils ont mis 400 millions sur 2 joueurs. Eux, c'était plus. Non, mais je veux dire, dans l'équilibre de l'effectif, je te parle pour le PSG, dans l'équilibre de l'effectif, ça a beaucoup compté l'été 2017. C'est ça que je veux te dire, Julien. Non, mais attends, excuse-moi, sur 4 ans, eux, ils ont dépensé, sur les 4 dernières années, plus de 300 millions par an. Ah non, mais je suis d'accord, bien sûr. Nous, avec nos 2 pauvres transferts à 400 millions sur 4 ans, mais on est où, nous? Le plus gros qu'on ait fait là, sur les 2 dernières années, c'est Icardi, 50 millions. Wouh! Et Chelsea, mais quand tu regardes Chelsea, les années succès, tu as l'impression que c'est l'Ajax d'Amsterdam, c'est une équipe de copains, avec Tourelle qui est arrivé, mais ils ont acheté un gardien 80 millions. Il n'est même pas remplaçant. Non, mais Chelsea, pour la défense centrale, ils ont dépensé 500 ou 600 millions. Mais on est rigolo avec Mbappé et Neymar. Donc, si tu veux, c'est qu'à un moment donné, on focalise sur Mbappé et Neymar, qui, pour le coup, te ramènent aussi de la thune, parce que eux, marketingment parlant, mais City, à chaque fois qu'ils achètent un mec à 70 millions, parce qu'ils en ont plein des mecs à 70-80 millions, ils rapportent quoi? Ça! Ils rapportent ça en maillot. Donc, les mecs, ils ont des déficits de ouf. Évidemment, ils sont à fond à la masse dans le fair play financier, s'en battent les couilles. Donc, si tu veux, les Anglais, on est étonnés, les Anglais sont en pleine forme là. Donc, tout le monde est cuit, mais les Anglais, ils ont des effectifs de 80 joueurs. Toi, regarde le PSG, je m'en branle, mais il y a 19 joueurs. Il y a 19. Chelsea, 45 ou 50. Manchester, pareil. Donc, à un moment donné, quand ils ont 5 mecs en méforme, tu les vois plus, tu oublies qu'ils sont là, en fait, ils sont en tribune. Il y a des mecs, par exemple, se permettre de jouer sans Agüero ni Jésus. Voilà. Oh non, je ne les prends pas, moi, ce mec-là. Je vais jouer avec un faux neuf. Non. Tu vois, Nico, pour rebondir sur ce que dit Julien, est-ce que le comparatif avec City, c'est aussi parce que d'abord, City joue en première ligue et que le championnat est beaucoup plus relevé et le titre est très important en Angleterre, contrairement peut-être pour la Ligue 1 pour le PSG. Et aussi, si on ne parle pas, c'est parce que ces dernières années, c'est Guardiola et qu'on a toujours vanté le jeu de Guardiola. Et c'est peut-être aussi pour ça que l'argument que tenait Julien sur l'investissement de City, on n'en parle pas beaucoup, c'est peut-être aussi effacé par le beau jeu qui est produit et les joueurs aussi de l'effectif de Pep Guardiola, Nico. Le beau jeu, il marche parce qu'à un moment donné, il a gagné des titres de champion d'Angleterre. Hein. Au bout d'un moment, le beau jeu. Bien sûr. Donc, mais le problème, c'est que. Attends. Nico, je te donne la parole après. Vas-y, finis, Julien. Oui, pardon. Je veux dire, c'est qu'en gros, je te le dis vite, c'est que moi, je pense que le modèle que tu as à Chelsea, à City, tu ne peux pas le faire en France, à Paris. Parce qu'à Paris, une équipe collective, ça se construit grâce au championnat. Ça se valorise par un championnat parce que la coupe, c'est aléatoire. On l'a vu, et Guardiola, il l'a vu, lui. Pendant 6 ans, il a été ridiculisé. Pendant 5 ans, ridiculisé par des équipes moyennes. Bon, parce que c'est pas là-dessus que c'est au bout d'un moment après avoir construit. Mais quand tu construis en Paris, tu gagnes des championnats, tu fais des équipes collectives, mais dès que tu te plantes en Coupe d'Europe, tu es la risée. Parce que ça vaut rien le championnat. Alors qu'en Angleterre, si tu es bon en championnat, si tu perds en Coupe d'Europe, on te laisse travailler parce que tu es valorisé dans le fait de gagner le championnat. Donc, au bout d'un moment, ton équipe collective, elle prend confiance parce qu'elle est valorisée par ses victoires et elle va arriver à quelque chose comme vous fait Guardiola aujourd'hui. Mais en PSG, quoi que tu gagnes, tu peux faire regarde, tu peux gagner tout et te faire dézinguer parce que tu perds un match sur un mauvais coaching. Et donc, c'est très dur de construire un groupe avec ça. Nico ? De toute façon, moi, je suis pas favorable à la thèse comme quoi le championnat de France c'est un frein au PSG, dans le sens où on voit des équipes dans des championnats peu cotés qui réussissent à faire des gros parcours en Ligue des Champions. Par contre, là où il y a un vrai souci… C'est pas la même pression. Non, c'est pas la même pression, c'est ce que je te dis. Justement, là où il y a un gros souci avec Paris, c'est qu'en Ligue 1 aujourd'hui, tu as le PSG et tu n'as rien d'autre. Donc effectivement, tout ce que va faire Paris, c'est normal. Gagner le championnat, c'est normal. Faire le quadruplé tous les ans, comme on l'a vu à une époque, c'était des trucs qui sont normaux. Là, ça fait la 7e finale, je crois, consécutive de Coupe de France, mais c'est normal. On ne va jamais relever ce genre de performance parce qu'il y a trop d'écart avec les autres. Et qu'effectivement, Paris souffre de ça. Pas forcément du niveau de la Ligue 1, moi je pense pas. Encore une fois, je suis ce côté manque d'intensité en Ligue 1, manque de niveau. Moi, je suis pas convaincu que ce soit un frein. La preuve, l'an dernier, on a Lyon qui va en demi-finale en sortant City et personne parle à ce moment-là du problème d'intensité de la Ligue 1. Donc, Paris est confronté un petit peu à ce no man's land en Ligue 1. Et donc, ça crée un déficit d'image parce que tu écrases tout le monde par ton budget, par tes moyens. Et que du coup, ça dévalorise le travail parce qu'on trouve que c'est normal. Alors qu'on se rend compte cette année
comme Julien le dit en début de saison, que Paris, c'est une équipe comme les autres, que quand tu n'as pas de prépa physique, les mecs, ils sont à la rue comme les autres, et que c'est bien beau d'avoir du pognon, mais que tu as des bases, tu as des valeurs, tu as du travail. Et ça, à Paris, c'est sûr que ce n'est pas suffisamment mis en avant parce qu'encore une fois, il y a ce côté seule équipe française qui a ses moyens et que donc tout ce que tu fais sur ton territoire national, c'est considéré comme la normalité. Là, vous allez voir la semaine prochaine, quand Lille va être champion, on va plus parler de la perte du titre du PSG que de Lille champion. Parce qu'encore une fois, c'est pas normal aujourd'hui, et tu l'entends, tous les mecs aujourd'hui qui parlent, les consultants, ils te parlent que de ça. C'est pas normal que le PSG avec Neymar et Mbappé ne soit pas champion. Neymar et Mbappé, s'ils n'ont pas de prépa physique et qu'ils enchaînent 2 saisons de suite, c'est normal qu'ils galèrent. Et ça, c'est vrai que par rapport à des clubs anglais, parce que City, tu as ça. City, malgré toi, c'est vrai, on ne parle pas trop des investissements City, mais parce qu'à côté, tu as des clubs aussi qui dépensent beaucoup. Moins, mais énormément. Oui, mais regarde United. Regarde United, tout ce qu'ils ont claqué comme pognon ces 10 dernières années. Leur dernier trophée, je crois que c'est la dernière première ligue, je crois que c'est 2012 ou 2011 pour United. Ils ont une Ligue Europa avec Mourinho. Oui, il y a de la Ligue Europa, la mini-coupe. Il y a de la mini-coupe. Mais tu vois, au niveau, les Anglais, eux, c'est la première ligue. Bien sûr. Ça fait quasiment 10 ans que Manchester dépense des fortunes et qu'ils sont à la rue en première ligue. Et ça, imagine le PSG. Imagine le PSG dans ce genre. Mais il se ferait défoncer en France pour ça. Nous, on se fait défoncer déjà quand on gagne. Alors imagine quand on perd. Oui, c'est justement. Dis-toi un truc, c'est que tu te retrouves avec. Moi, je me souviens que c'était une saison pratiquement ratée d'avoir tout gagné et fait finale de Ligue des Champions, perdu 1-0 contre le Bayern. Donc, c'est-à-dire que même si moi, je suis le premier à leur taper dessus les joueurs quand c'est des branleurs, mais à un moment donné, je me dis que ça doit être dur parce que ces mecs-là, c'est pas comme Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, tu peux toujours dire, oui, mais il a une meilleure voiture que Pierre Gasly. Les 11 connards qui sont sur le terrain, ils sont 11 contre 11. Ils ont des shorts, ils ont des crampons, et eux, ils gagnent parce qu'ils sont plus forts que les autres. Et ça doit être très frustrant qu'on te dise c'est normal. Comme si, en fait, tu avais des chaussures surpuissantes. Mais non, si tu gagnes, c'est parce que tu es plus fort. Si tu gagnes tous les ans, c'est parce que tu te fais chier à les battre à chaque fois, les mecs. Tu leur mets des branlées parce que tu es plus fort. Et au moins, qu'on valorise ça, mais on ne le valorise plus. On considère que les mecs, en fait, ils vont sur un terrain, ils s'appellent Mbappé, donc ils gagnent. Et tu dis, ouais, mais les mecs, forcément que psychologiquement, tu m'étonnes que tu te chies dessus en Ligue des Champions parce que la pression, tu as l'impression que toute ta saison, tout ton jugement sera sur ce match-là. Donc, je pense que tu ne peux pas avoir de sérénité dans un club, même au-delà des joueurs, dans un club, à partir du moment où, même tu vois, par exemple, tu es Nasser El-Khelaifi, tu es représentant du Qatar, t'es pas, ça compte l'image. Mais les mecs, ils voient bien que tout le monde s'en branle qui gagne la Ligue 1. Parce qu'elle n'est pas valorisée, parce que c'est de la merde. Moi, tu peux dire ce que tu veux, c'est de la merde. Et on le voit, Lille, ils caracolent en tête du championnat, ce que tu veux, mais ils se font ridiculiser par l'Ajax. Donc, c'est de la merde, on est tous d'accord. Résultat, qu'est-ce qui se passe ? Les mecs, ils disent, nous, notre image, elle vaut rien avec ça. Donc, il faut qu'on gagne la Ligue des Champions. Donc, la pression, ils la mettent encore plus. C'est-à-dire que c'est un cercle vicieux. Et les mêmes qui te disent, le PSG est trop obsédé par la Ligue des Champions, mais les mêmes qui te disent ça ne valorisent absolument rien d'autre que ce fait le PSG. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Moi, je pense que c'est trop compliqué. Tu ne trouveras aucun exemple comme le PSG, parce que moi, par exemple, je connais bien le championnat belge. Le club de Bruges, même s'ils mettent des branlées à tout le monde depuis quelques années, c'est valorisé quand ils gagnent. On ne dit pas, ouais, c'est normal, c'est le club de Bruges. Pareil pour l'Ajax. Je te jure qu'il n'y a pas ce sentiment-là. Ça n'existe pas ailleurs. Donc, voilà. Et là, par exemple, à aucun moment, on se dit, tiens, la Juve est 5e, Liverpool ne va pas être en Ligue des Champions. Liverpool, Tottenham, les deux qui étaient finalistes il y a 2 ans, ils n'y sont pas l'année prochaine en Ligue des Champions. Enfin, il y a quand même une année particulière, mais non, c'est jugé comme une année normale où tu es ridicule d'avoir été 2e. Donc, moi, je pense qu'ils ont des défauts, le PSG, et il y a des trucs à régler. L'effectif, à un moment donné, si les autres s'en branlent du fair play financier, il faudrait peut-être qu'on s'en branle aussi. Bon, parce qu'au bout d'un moment, je ne vois pas l'intérêt. Voilà, les Anglais, ils ont 50 joueurs par équipe, et ils sont tous en forme à la fin de la saison. Voilà, nous, on est des cons, comme je te disais. Julien, moi je voulais un peu ton sentiment parce qu'il y a eu beaucoup de débats ces derniers temps après la prolongation de Neymar. Alors bon, il faut quand même expliquer que le PSG n'avait pas d'autre choix et Neymar non plus parce qu'il n'y avait pas de club capable de lui offrir le salaire qu'il a au Paris Saint-Germain et le PSG ne pouvait pas se permettre aussi de le laisser partir libre après l'avoir payé 222 millions d'euros. Mais au-delà de ça, Julien, moi je voulais un peu ton avis sur le joueur. Tu as des gens qui sont anti-Neymar aujourd'hui. Yacine le disait dans le précédent podcast, c'est quand même incroyable quand tu supportes le PSG d'en être arrivé, de par parfois ses comportements ou ses attitudes sur le terrain, à te poser des questions sur le fait que est-ce qu'il a sa place au PSG ? Est-ce qu'on est content qu'il soit là ? Est-ce qu'on est content qu'il prolonge ou pas ?
Je voulais avoir un peu ton ressenti. Et ensuite, avant de te laisser partir, je voudrais aussi que tu me dises un mot, parce que c'est un débat qu'on va avoir juste après, sur Marco Verratti. Stop ou encore? Voilà. Donc d'abord sur Neymar, Julien. Pour Neymar, moi je pense que c'est complexe. Neymar, je pense que malheureusement le PSG ne peut pas construire une équipe comme peut le faire City ou Chelsea, parce que je pense que, comme je te le dis, le côté groupe qui va mûrir, machin, tout ça, il aura peut-être pas les couilles d'affronter la Ligue des Champions ou d'avoir le côté puncher, c'est-à-dire qu'il va faire une équipe de destructeurs, tu vois, comme on dit en boxe, il n'y aura pas de punch. Eux, ces mecs-là, Mbappé, Neymar, c'est les punchers. Et je pense que quand tu es le PSG, vu que justement la Ligue 1 ne te permet pas de construire une équipe compétitive avec un championnat qui est valorisé compétitif, il faut que tu aies des punchers, il faut que tu aies un modèle des stars. Je pense que ce serait une limite. D'ailleurs, on l'a vu avec l'équipe de Laurent Blanc, ça joue super bien. Et à un moment donné, ça coince, quoi. Ça coince parce que dans les gros matchs, il te manque les mecs qui vont faire la diff parce que toi, ton équipe collective, elle n'est pas mise assez à rude épreuve, en vrai. Donc, il te faut des mecs qui savent être nuls en championnat, mais aussi être extraordinaires en Ligue des Champions, des espèces de mecs un peu sortis de nulle part. Je pense qu'on est condamné à ça un peu. Et Neymar, sans Neymar, on peut devenir, ou Mbappé, on peut devenir une équipe normale. Et ça va être dur de redevenir une grande équipe. Tu vois, voilà, c'est ça. C'est que je pense que, après, moi, je pense que l'erreur, c'est de tout miser sur lui. Et il faut qu'on ait un effectif plus riche. Parce que moi, je pense que c'est plus un problème, Neymar, à partir du moment où, par exemple, là, tu dis, même lui, il a compris qu'il n'était plus le Neymar de 2015, je pense que tu vois. Donc, il faut aussi, à un moment donné, peut-être arrêter d'avoir un Draxler qui joue un match sur 3 en dansant, un Sarabia qui est en dépression. Voilà. Il faut plus de mecs, comme les Anglais ont, il faut plus de gens autour pour pas que tout le poids soit sur lui. Je pense que c'est bien qu'il soit là, comme pour Verratti. Verratti, je pense qu'il est bien. Mais Verratti, il ne faut plus qu'il ait le seul poids du joueur technique du milieu. Tu n'as que des mecs qui sont des travailleurs à part lui. Donc forcément, tu as l'impression qu'il est indispensable. Mais il peut être dans le groupe, mais il ne faut pas qu'il soit seul. Moi, je pense qu'il faut les garder, mais il faut que ce ne soit pas eux qui soient les seuls dépositaires du jeu. C'est un peu entre les deux. Quoi. Mais pour finir, si on ne lui fait pas de cadeau, c'est parce qu'il a un passif à cause de son attitude. Et je pense que du coup, on lui demande soit de nous faire gagner la Ligue des Champions, soit de fermer sa gueule. Je pense que c'est un peu le deal qu'on a eu à partir du moment où il nous a fait son sketch. C'est genre, OK, on te soutient, mais tu nous fais gagner. Il n'y a pas de cadeau, il n'y aura pas d'amis, il n'y aura pas de bisous, il n'y aura pas tout ça. Et du coup, avant de te laisser partir, tu penses que cette année, normalement, il y aura une préparation, même si tu as les internationaux qui feront soit la Copa América, soit le championnat d'Europe des Nations. Est-ce qu'on ne va pas repartir encore sur une saison compliquée, Julien? Ou est-ce que quand même tu as un petit espoir pour la saison prochaine? Les deux compètes me dépriment. Bon, la France, on n'en a pas beaucoup, donc ça va. L'autre con qui veut faire les JO, non mais c'est quand même extraordinaire. Les deux, ils veulent faire les JO. Non mais. J'ai l'impression d'avoir Jean Castex et Olivier Véran quand ils parlent. T'as envie de les tuer. Donc non. La Copa América, tu dis, le problème, c'est que si le Brésil se fait éliminer vite, donc l'autre, il va faire une dépression. S'il se fait éliminer tard, il va être fatigué. On est foutus, les gars, je veux le dire. C'est mort. Pour toi, ça craint quand même encore pour la saison prochaine. J'espère qu'on aura un peu une préparation normale. Parce que là, c'est pas possible. On est cuit cardo. Ouais. Et pour le titre, dernière question, le titre, tu crois encore à un faux pas de Lille ou pour toi, c'est foutu? Je sais pas. Les multiplex, c'est différent, je pense. C'est une atmosphère différente. Parce que tu sais, l'autre, il mène, but à truc. Toi, artificiellement, tu peux être pas premier. Je sais pas. Moi, tu sais, le problème, c'est que les adversaires de Lille, je les sens pas très motivés. Saint-Etienne, je crois que si on pouvait ne pas être champion, ils seraient pas mécontents. Ils vont pas faire chier leurs supporters en se mettant la race. Toujours pareil. C'est des équipes qui ont été plutôt nulles pendant l'année. Et les seuls trucs que leur demandent leurs supporters, c'est que Paris ne soit pas champion, comme pour Nice. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu crois vraiment que sans lâcher le match, est-ce qu'ils vont vraiment s'arracher pour gagner contre Lille? Je ne crois pas. Bon, bah écoute. 5 minutes. Et puis quand ils vont prendre le premier but. Donc franchement, je ne suis pas très confiant. Donc tu es résigné pour cette saison. Hein. Vivement la saison prochaine. Honnêtement, comme on a un petit côté salope, on est obligé, parce que sinon, on est des Parisiens. Moi, l'idée que Lille soit champion, pour que tous les autres, comme Lyon, Marseille, t'expliquent tous les ans qu'ils ne peuvent pas être champions parce que tu as trop d'argent, grâce à Lille, c'est fini. Parce qu'il c'est pas non plus Monaco, de Falcao, qui a des... Non, là c'est Lille.
qui a la moitié du budget de Lyon, et ben ils vont être champions. Et ben maintenant, il va falloir nous expliquer que tu ne peux pas être champion parce que tu n'as pas d'argent. Voilà, maintenant c'est fini. Voilà. Bon, après, tu l'as dit au début, hein, c'est une saison particulière. C'est peut-être aussi ce qui explique. Voilà, il y a eu 8 défaites du PSG en Ligue 1. Ça Voilà. n'empêchait pas Lyon d'être champion. Ça n'empêchait pas Marseille d'être champion. Ah oui, bien sûr. Ah bah, Ah ben non, ils n'y sont pas. Et ben, mais tant mieux. Voilà. Voilà, comme ça, la prochaine fois, quand on gagnera, ils diront ah quand même, c'est facile. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Julien. On te retrouve tous les jours sur RMC, sur la radio, Top of the Foot et l'After, le soir pour ton quiz. Et puis aussi, tu interviens aussi de temps en temps. Merci d'être passé nous faire un petit coucou. Et puis, écoute, bon courage pour le boulot. Puis de penser pour la causerie d'avant pédo, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Ah oui, c'était Montpellier, ça. C'est pas un hasard, les gars. C'est pas un hasard. Ah non, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard, comme tu l'as dit. Merci encore, Julien. Et puis, je te dis à très bientôt. Ciao. Tu peux raccrocher. Ciao. Et ben voilà, c'était sympa, une petite intervention du camarade Julien Cazard. Et puis nous, on va rentrer dans le vif du sujet. Le match d'hier, messieurs. Match comptant pour la demi-finale de Coupe de France, déplacement à Montpellier. Je vais commencer par toi, Nico, parce que tu n'as pas beaucoup parlé. Donc, je vais te donner la parole, puis ensuite, on donnera la parole à Yacine. Petite remarque, on en parlait hier sur le groupe WhatsApp. On a vu un PSG différent, un peu différent des derniers matchs, et notamment du dernier face à Rennes. Petite surprise, parce que Neymar n'a pas démarré la rencontre. On a joué, alors je ne sais même pas si c'était un 4-3-3 ou un 4-2-3-1. En gros, on avait Navas, on avait la paire Kimpembe, non, pardon, Kimpembe est suspendu. On avait Diallo, Marquinhos, pardon, Baker, Florenzi à droite. On avait un milieu Gay Paredes, Rafinha, et devant, on avait Sarabia, Icardi et Kylian Mbappé. Et moi, j'ai eu l'impression, notamment dans cette première mi-temps, Nico, que le jeu était un peu plus simple, un peu plus rapide que ces derniers matchs. Est-ce que j'ai mal vu ou est-ce que tu partages mon opinion, Nico? Je crois que tout le monde l'a vu, mais j'espère que les gens ne sont pas surpris, parce qu'on l'a déjà dit plein de fois. Évidemment, vous voyez où je vais en venir, mais quand vous avez sur le terrain des joueurs qui jouent simple, qui respectent le football, qui ont juste la volonté, après un contrôle, de tout de suite donner le ballon à un mec bien placé, et parce qu'il y a des mouvements autour, forcément, ton jeu est fluide. Et quand tu n'as pas sur le terrain un joueur comme Neymar, notamment, qui a la tête dans le guidon et qui joue très souvent dans le mauvais tempo à cause de conservation et de touches de balle trop nombreuses, et bah, c'est plus compliqué. Donc hier, on en a vu plein aussi des matchs comme ça cette saison, enfin pas tant que ça malheureusement, mais on en a vu des matchs comme ça cette saison avec un Rafinha dans un rôle un petit peu d'organisateur, avec un Gay qui joue mieux comme par hasard, avec des latéraux qu'on trouve un peu plus facilement, avec aussi une meilleure entente entre Icardi et Mbappé. Et le point commun, c'est qu'effectivement, encore une fois, il manque sur le terrain Neymar, et il va quand même un jour falloir que le staff se pose des questions de manière à faire en sorte que ce qu'on voit dans l'état d'esprit, je ne dis pas que le PSG est meilleur sans Neymar, je dis que le PSG joue différemment et que c'est un football beaucoup plus fluide. Alors, est-ce que ce genre de football-là est plus fort? Ça, c'est un autre débat et je vais vous écouter dessus, mais en tout cas, c'est évident que cette équipe sans Neymar a un football qui devient plus naturel, on va dire, plus traditionnel. Et oui, de manière, c'est plus fluide, c'est plus agréable. Yacine, même question sur le match. Est-ce que toi aussi, tu as vu des différences avec les matchs précédents, et notamment avec la non-titularisation de Neymar, avec un Rafinha dont on sait que lui joue à une touche de balle et assez simple contrôle, comme l'a dit Nico, et passe, et même un Mbappé qui a fait un match supersonique hier, qui a été impressionnant. De par ses courses, de par ses appels, son jeu était très altruiste hier. On l'a vu essayer de donner pas mal de ballons de but. Donc, est-ce que tu étais quand même satisfait de voir un autre visage du PSG hier, Yacine? Toi, le coach, justement. Oui, mais en fait, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Je vais prendre un autre exemple que le PSG pour que les gens comprennent bien. Quand tu regardes jouer le Portugal aujourd'hui, le Portugal est
plus intéressants et plus cohérents sans Ronaldo. Ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs sans Ronaldo. C'est-à-dire qu'en fait, quand il n'y a pas Ronaldo, les joueurs respectent le jeu. Parce que quand il y a un joueur démarqué, quand il y a un joueur disponible, on joue avec lui sans chercher systématiquement Ronaldo. Pour deux raisons. La première, c'est que Ronaldo, en fait, il a une telle aura que, en fait, il met un peu la pression sur ses partenaires qui sont presque obligés de le chercher en priorité. Et la deuxième chose, c'est aussi, dans le sens inverse, c'est que la puissance de ces joueurs-là, euh, elle met les joueurs dans une position de quand je sais pas quoi faire, je la donne à Neymar, ou je la donne à Ronaldo, ou je la donne à Messi, et je suis tranquille. Et en fait, tu ne respectes pas le jeu. À partir du moment où il te manque un de ces joueurs-là, et on l'a vu même l'année dernière, même si c'était encore une fois un petit Real, etc., ou pas le même Real, au parc, quand il n'y a pas ni Mbappé ni Neymar et que le PSG bat le Real 3-0, pourquoi? Parce qu'en fait, chacun respecte le jeu. Et ça, c'est une chose essentielle parce que c'est ce que je répète souvent. En fait, il faudrait que les joueurs puissent respecter le jeu et être aussi euh, justes quand il y a leurs meilleurs joueurs. Voilà. Quand je vois Gay disponible et qu'il y a Neymar un peu plus haut, je ne vais pas chercher Neymar. Si le jeu veut que je joue avec Gay, je joue avec Gay. Euh, Tu vois, par exemple, il y a une scène hier. Alors, ça tombe sur lui, mais il est pas irréprochable hier. Mais bon, c'est Florenzi qui, à un moment donné, centre. Il est contré. Et il y a Mbappé qui lui fait la remarque, genre, en gros, donne-la moi. Et Florenzi lui dit, non, déjà d'une, je ne peux pas te la donner. Mais en fait, il y a Icardi qui est devant le but, en fait, plus proche. Et en gros, c'est ça le jeu. C'est-à-dire que la star, entre guillemets, ou le plus fort de tous, ce que tu veux, il va toujours être là, dire donne-moi le ballon. Mais en fait, toi, tu ne dois pas t'occuper de ça. Toi, tu dois t'occuper du jeu. Et quand il n'y a pas Neymar, ou quand il n'y a pas Mbappé, ou en tout cas quand il n'y a pas les deux, un des deux, le jeu est un peu plus respecté. Et en plus, effectivement, sur les derniers matchs, l'abus, c'était quand même que Neymar fasse 3, 4, 5, 6, 7 touches de balle avant de donner son ballon. C'est surtout quand il n'y a pas Neymar d'ailleurs, hein, parce que moi Oui, je oui. trouve que, Bah, depuis 2 mois, oui. parce que Mbappé quand même, et d'ailleurs hier le match de Mbappé, on le voit, Mbappé quand il n'y a pas Neymar, il s'inscrit vraiment dans ce collectif, je trouve. Alors effectivement, il va réclamer toujours le ballon, mais ça, pour moi, c'est pas le plus grave. Ce qui est le plus grave, c'est justement, c'est pas de le donner à qui il faut. Et Mbappé, lui, pour le coup, hier, on le voit notamment, il va très souvent chercher Icardi, et je trouve que Mbappé, en fait, il est comme les autres, quoi. Quand il y a Neymar sur le terrain, il est aspiré par lui et il a toujours cette priorité de jouer avec Neymar. Alors que quand il n'est pas là, il va plus chercher les autres et plus respecter le jeu. Donc, Bah, alors que Neymar, lui, de toute façon, lui, il cherche que lui, de toute manière. Donc, Juste vas-y, pour vas-y, finir Alexis. sur Mbappé, De toute je façon, le dis de bien. toute façon, on va lancer le sujet Mbappé, et comme ça tu pourras donner ton avis et Nico aussi. Et qu'est-ce qui t'a plu, toi, Yacine, hier dans le jeu d'Mbappé, son jeu, son comportement? On a l'impression qu'en termes d'implication, ces derniers mois, c'est quasiment le leader de l'équipe. Ouais, mais en fait, ça rejoint ce que dit Nicolas. C'est pour ça que j'ai précisé depuis 2 mois. Parce qu'en fait, Mbappé, si vous regardez même les minutes coach que j'avais fait en janvier, c'est pas du tout le même comportement. Lui aussi abusait. D'ailleurs, moi, je sais pas si c'est parce que je veux toujours chercher une explication. Euh, Il y a quand même un basculement entre le Mbappé de PSG Nantes et le Mbappé d'après. Parce que contre Nantes, il coûte le but en faisant son cinéma là. Je prends la balle de la semelle, je regarde pas où je mets le ballon. Et tu prends le but comme ça et tu perds le match. Et si vous remarquez bien, en championnat, je ne parle pas de la Coupe d'Europe, hein. En championnat, ou en tout cas en France, depuis ce match-là, il y a un comportement qui est différent. Et j'ai l'impression que ce match, c'est un peu. Ouais, non, en fait, j'ai fait la bourde qu'il fallait pas. Là, c'est trop. Et en fait, je ne peux pas me comporter comme ça. Et du coup, je redeviens un joueur de foot. Comme hier, c'est-à-dire qu'hier, quand il a pris le ballon, on n'a pas vu les passements de jambes à 40 mètres du but, ballon arrêté face au joueur, à attendre que le mec vienne sur lui et puis à voir s'il est capable d'accélérer, arrêter. Non, il y a eu respect du jeu, il y a eu des déplacements, il y a eu des ballons échangés avec Icardi, ce qu'il y avait moins avant, enfin ces derniers temps. D'ailleurs, il a beaucoup cherché Icardi. Il Ouais, semble il voulait vraiment le faire marquer. Malheureusement, Icardi a pas été très efficace devant ouais, devant le but. Mais vraiment, tu as l'impression hier que
que le leader et le meneur de cette équipe, c'était Mbappé. Et d'ailleurs, quand tu vois l'entrée de Neymar, on en parlera tout à l'heure, bon, on ne peut pas le juger sur 10 minutes, mais voilà, tu sens qu'il y a une grande différence et il y a une sorte de passation de pouvoir où tu sens, avant on disait que Neymar, quoi qu'il arrive, même s'il est garçon, etc., c'est quand même le leader de l'équipe, il est au-dessus d'Mbappé, il est au-dessus de tout le monde. Et quand tu vois la saison de Neymar et celle d'Mbappé, même si Mbappé il a eu quelques bas, mais franchement, quand tu vois ces 2 derniers mois, il est quasiment irréprochable. Est-ce que vous n'avez pas ce sentiment-là quand même que il faut que la direction parisienne réussisse à le prolonger, parce que quand il est dans cet état d'esprit, dans cette forme-là, il peut faire des choses formidables, Nico. Oui, bien sûr. Après, ce côté, savoir qui est un petit peu le leader actuel, c'est aussi par la force des choses. Neymar, il a joué 16 matchs de championnat cette année. 16. On est à la 37e journée, il a joué 16 matchs. Comment tu peux être un leader d'équipe quand tu es aussi peu présent? Mbappé, il a été là à tous les moments. Après, comme effectivement le dit Yacine, depuis Nantes, il a quand même aussi sacrément élevé son curseur de performance. Il marche sur l'eau. Cette blessure arrive au pire moment avant City, mais avant et puis même hier. Enfin, tu vois un joueur qui est. On en parlait la semaine dernière, le côté les Lillois sont un peu habités par cette envie d'aller au bout, d'aller chercher un truc tous ensemble. Mbappé, je trouve il dégage ça. Ouais. Tu sens le mec, tu sens, voilà, déjà peut-être qu'effectivement il s'en veut de son erreur contre Nantes qui coûte cher, mais surtout le mec, tu sens qu'il n'a pas envie de perdre le championnat. Tu sens qu'hier, il n'a pas envie de perdre la Coupe de France. Il y a dans l'état d'esprit, dans la gestuelle, dans la performance, tu sens qu'il est poussé par tout ça. Neymar, est-ce que tu sens ça avec Neymar? À aucun moment, Neymar, il est monorythme en ce moment, hein, ça fait longtemps. Hein. Alors peut-être qu'il manque de physique, mais moi je trouve qu'il manque aussi d'implication, je dirais, Nico. Ouais, parce que j'allais dire motivation, mais je ne veux pas croire qu'il ne soit pas motivé par aller chercher des trophées, c'est son boulot. Mais ouais, c'est sûr que dans l'implication de Neymar, c'est pas du tout la même. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a un inversement des rôles entre les deux? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas Mbappé qui va devenir le leader naturel de cette équipe? Sur la dynamique actuelle, en tout cas, oui, clairement. Là, on parle même pas d'une question d'aura ou de vente de maillot ou de tout ce que tu veux, toutes les conneries qu'on entend sur Neymar et tout ce que tu veux. Non, c'est juste en performance pure actuellement. On voit que le PSG privé d'Mbappé est en grande souffrance, alors que le PSG juste privé de Neymar l'est beaucoup moins. Juste Yacine, pareil, ouais, vas-y, Yacine. Sur l'entrée de Neymar hier, il faut quand même juste mettre un bémol, c'est que apparemment il était malade avant le match. Et ensuite, il rentre parce qu'il y a 2-2 et c'est pour les tirs au but. C'est-à-dire qu'il ne rentre pas pour faire la différence, en fait. Parce que Montpellier égalise à la 83e, il rentre juste derrière, au 80e, enfin voilà. Il rentre vraiment parce qu'il y a 2-2. Non, mais de toute façon, on peut pas juger son match d'hier. Non, je parle même pas de ça, je parle du fait que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit, ouais, tu fais rentrer Neymar à la 84e et tout, mais en fait, il rentre pour les pénaltys, il rentre pour les tirs au but, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il rentre sans échauffement. C'est-à-dire que c'est même pas prévu qu'il soit là. Et là, tu te dis, bon, on va avoir les tirs au but, je mets mes meilleurs tireurs. Écoute, Neymar, faut que tu y ailles, quoi. Donc, toi, en tant que coach, tu aurais fait pareil, Yacine? Non, mais peut-être, je sais pas, moi, parce que après, moi, je les tire au but, je trouve que, effectivement, il y a des tireurs qui sont plus forts que d'autres, il y a des tireurs attitrés. Est-ce que j'aurais fait un changement comme ça? Je sais pas si je l'aurais fait dans le sens où je me dis toujours que faire rentrer un joueur comme ça, sans échauffement, et il suffit que sur la première accélération, il se claque. Il n'y a ni tir au but, ni rien du tout, tu passes pour un con. Donc, sauf si Pochettino lui a dit, écoute, tu rentres pour les pénaltys, il reste 7-6 minutes, te fatigue pas. C'est aussi peut-être une. Enfin, quand je dis te fatigue pas, tu m'as compris. Oui, mais justement, c'est là le risque. C'est-à-dire que. Tu ne vas pas à la confrontation, quoi. Oui, mais un ballon qui arrive à 5 mètres, tu fais l'effort, tu te claques. Le mec, enfin, le ballon à 5 mètres, le mec, il va y aller, hein, même si tu lui dis rentre juste pour tirer ton penalty. Tu sais, c'est humain. Tu rentres sur un terrain, tu vois le ballon, tu vas y aller. Et c'est là qu'il y a le risque de prévoir comme ça. Si en plus il était malade, apparemment il avait de la fièvre. Donc, la fièvre, tu es déshydraté, etc. C'est vraiment un vrai risque. Donc, je ne sais pas si je l'aurais fait. En tout cas, je comprends la démarche. On a même vu en Coupe du Monde, je rappelle quand même, pour ceux que ça a choqué hier, on a même vu en Coupe du Monde un entraîneur néerlandais faire rentrer un gardien de but pour la séance de tir au but. Tu vois? Et qualifier son pays. En plus. Donc, tu vois, je veux dire, il ne faut pas croire non plus que c'est un truc de fou ce qui s'est passé hier. Hein. C'est pas... Non, par contre, tu peux juste, si effectivement, et moi je suis d'accord, il le fait rentrer que pour la séance de tir au but. Et alors moi je trouve que c'est d'une logique implacable. Neymar, c'est juste le meilleur tireur de pénalty au monde. Donc si tu te prives de lui pour une séance, il faut vraiment être complètement con.
Par contre, effectivement, le faire rentrer à la 83e, tu pouvais te dire, bon, tu peux encore attendre 5-6 minutes. Maintenant, peut-être que Pochettino n'a pas voulu prendre le risque que, pour une raison X ou Y, en fonction de la tournure du match, que tu n'arrives pas à leur faire rentrer quand tu fais je sais pas, peut-être qu'il s'est dit, allez, on le fait rentrer maintenant pour assurer le coup. Mais ouais, moi, je l'aurais fait rentrer un peu plus tard quand même, effectivement, pour ne pas prendre de risque. Un petit mot sur Bakker, Nico. Pas pour la blague, hein, je te rassure. Alors, Mais c'est pas une blague, Bakker. je vais peut-être m'avancer un peu. Alors, sur le but égalisateur, évidemment, c'est pour lui. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, moi, j'ai trouvé hier, malgré tout, qu'il n'a pas été si ridicule. Il a fait quelques retours où il a pu gratter des ballons, des retours défensifs. Et même sur le côté offensif, il a débordé une fois, il trouvait dans l'axe Mbappé. Je trouve que son match hier, comparé au dernier où c'était très très difficile, mais alors encore, je ne sais pas si ça s'explique aussi par la non-présence de Neymar, mais je l'ai trouvé un peu mieux hier, Nico. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Ouais, il fait un match un petit peu, c'était du Bakker, quoi. C'était limité, c'était pas toujours très précis, c'était souvent maladroit. Par contre, c'est volontaire. Et puis effectivement, il a été plus servi, on lui a moins gueulé dessus. Il était peut-être un peu plus libéré aussi, donc ce qui fait qu'à l'arrivée, il a eu un match un peu plus intéressant. Après, il est aussi bien aidé parce que couloir droit de Montpellier, c'est Sambia là, qui bascule à partir du quart d'heure de jeu. Et Sambia, il est juste horrible hier. Donc, c'est sûr qu'il n'était pas trop en difficulté offensivement, enfin défensivement. Et puis, il y avait de la place aussi dans le couloir. Montpellier, c'est un peu une équipe, moi, je trouve, qui correspond bien au jeu du PSG parce que c'est une équipe qui aime attaquer parce qu'ils ont des beaux arguments. C'est une belle attaque, Montpellier, franchement. Et puis, il y a des joueurs de ballon, hein, Savanier, Mollet, tout ça. Moi, je trouve que c'est une très belle équipe offensive, Montpellier. Donc, c'est une équipe qui se découvre, c'est une équipe qui prend des risques. Et derrière, c'est tellement lent, c'est tellement, je ne vais pas dire mauvais, ce serait vraiment méchant, mais c'est pas une très bonne défense, Montpellier. Et surtout, c'est d'une lenteur terrible. Et ça correspond parfaitement au profil du PSG actuel, quoi, ce jeu de transition. C'est pourtant le vieux Hilton qui sauve Montpellier et qui permet à Montpellier d'aller au tir au but. Ouais, non, mais après le match d'hier, c'est le genre de match où si tu as un PSG en réussite, tu peux marquer 7-8 buts. Hein. Tu as des occasions, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant d'occasions franches. Franchement, c'était. J'ai les stats au niveau des tirs. Alors, le PSG a tiré 23 fois au but et a cadré 9 frappes sur toute la rencontre. Yacine, un petit mot sur Bakker et après on reviendra sur deux individualités qui sont Rafinha, qui je trouve a fait un match plutôt pas mal hier, et Gay, qui, tu as l'impression, qui est transformé dans ce milieu de terrain. Mais un petit mot sur Bakker, Yacine. Sur Bakker, pardon. C'est Bakker. Il est comme Florenzi, il est un peu coupable sur le but. Florenzi, c'est le premier, Bakker, c'est le deuxième. Un peu plus Florenzi, parce que Florenzi, lui, il sait qu'il y a Marquinhos en couverture, alors que l'action de Bakker, il y a quand même du monde. C'est-à-dire qu'il y a la passe, il y a un centre, enfin bref, il y a du mouvement devant le but de Paris. Maintenant, moi, je continue de penser la même chose, c'est-à-dire que c'est un joueur très limité. Moi, je te parle juste de la rencontre d'hier. Après, je pense qu'on est tous d'accord. C'est ce qu'on a vu hier. C'est-à-dire qu'un joueur très limité avec beaucoup de lacunes. Mais effectivement, aujourd'hui, en fait, en tant que latéral, c'est le joueur le plus prêt physiquement. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne vas pas inventer un joueur, tu ne vas pas inventer un système. Voilà, il doit jouer. Maintenant, c'est toujours pareil. Quand un joueur à ce niveau au PSG et qu'il est là depuis 2 ans, 3 ans, il faut surtout se demander pourquoi il est là, qui a décidé de le prendre, qui l'a mis là. Voilà, c'est tout. Après, d'ailleurs, c'est la suspension de Kimpembe qui fait qu'il est présent hier. Parce que si Kimpembe n'était pas suspendu, c'est sans doute Diallo qui aurait joué à sa place. Ouais, mais alors, tu vois, moi je trouve que franchement, Bakker à gauche, je trouve que c'est plus intéressant sur un match comme celui d'hier que Diallo. Parce que Diallo, encore une fois, le rappelons, hein, c'est pas son poste, il dépanne. Et au moins, sur un match comme ça, Bakker, il a le comportement normal d'un latéral, c'est-à-dire qu'il se projette, il revient. Toi, le nombre d'allers-retours qu'il fait hier, c'est quand même. Il y a une vraie. activité. Il y a une vraie activité quand même dans ce couloir. Alors, c'est pas toujours très bien fait, voire c'est souvent mal fait, mais l'activité, elle est là en fait. Et même le fait de faire un appel, même si tu n'es pas toujours servi, mais au moins il le fait, l'appel, lui. En plus, quand il n'y a pas Neymar, quoi. Tu sens qu'il joue naturellement, en fait. Il pousse ses actions, il ne s'arrête pas systématiquement pour revenir sur Neymar.
Moi, je trouve qu'hier, il est intéressant, franchement. Oui, puis rappelons, tu as raison, Mousse, il est là parce que ça a été un cadeau fait à Raiola à l'époque. On sait encore une fois il n'a pas été recruté pour ses qualités, mais plus par des circonstances. C'est le numéro 3 dans la hiérarchie. Sauf qu'encore une fois, je le redis, Bernat, je crois qu'hier, il a raté son 51e match, quelque chose comme ça. On le reverra plus, Bernat. On ne le reverra pas cette saison. Kurzawa, il a raté beaucoup de matchs. Quand il est pas là, quand il est là, il est dangereux. Et je trouve de plus en plus que Bakker est moins dangereux que Kurzawa dans sa manière de jouer. Maintenant, bon, je ne suis pas objectif, je sais ce que vous allez me dire. Mais puis bon, de toute façon, maintenant, en plus, il va falloir s'y habituer parce que Bakker, il va finir la saison du coup. Donc, Oui, après, c'est vrai que c'est un cadeau pour Raiola. Il arrive gratuit. C'est un jeune joueur. Hein. Il a quand même pris un peu d'expérience au Paris Saint-Germain. Il a participé à la Ligue des Champions. Bon, c'est peut-être aussi un moyen de faire un peu d'argent en le revendant cet été. C'est peut-être pas une si mauvaise affaire que ça. Et puis, avec la blessure de Bernat et l'irrégularité de Kurzawa, que ce soit dans le jeu ou même dans ses blessures, etc., et ben, finalement, comme le dit Yacine, on n'avait pas d'autre choix. Et j'allais dire heureusement qu'il était là, mais c'est un peu ça. Parce que sinon, tu te retrouvais quand même avec un problème sur le dos. Parce que surtout que Diallo, pareil, il a été beaucoup blessé. On ne pouvait pas forcément compter sur lui. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que c'est quand même un joueur qui a été formé à l'Ajax, qui est quand même un club qui a une vraie culture tactique. Pour le coup, il ne l'a pas gardé. Non, mais il a quand même fait toutes ses classes chez eux, quoi. Et c'est quand même étonnant qu'un mec qui sort de l'Ajax, il est autant. Peut-être que Yacine, il va pouvoir nous dire, est-ce qu'il y a un gap quand tu arrives à 17-18 ans, quand tu quittes un club, est-ce que tu n'es vraiment pas du tout formé tactiquement, ou est-ce que tout ce que tu as fait, parce que lui, je crois il est là-bas depuis ses 10 ans, je crois. Donc, ouais, c'est ouf quand même que dans un club aussi fort tactiquement, qui a une telle politique de formation, tu sortes un latéral aujourd'hui avec autant de lacunes. Moi, c'est quand même étonnant, tu vois. Non, mais c'est clair, c'est clair. Un mot sur Rafinha et puis après sur Gay. Moi, je trouve que hier, Rafinha, alors ces derniers temps, c'était pas trop ça. Même quand il rentrait, Rafinha, on a l'impression il avait perdu un peu de jus. Peut-être qu'il était un peu désespéré parce qu'il n'avait pas beaucoup de temps de jeu, je sais pas. Mais alors, pareil, peut-être que ça s'explique aussi par l'absence de Neymar. On va pas tout mettre sur le dos du pauvre Neymar quand même, tu vois. Mais hier, Rafinha a fait un match plutôt intéressant, Yacine. Ah ouais, pourquoi? Parce qu'il y a du mouvement autour de lui. Voilà, Rafinha, on l'avait dit dès le début. N'empêche que, juste quand même, ça permet de faire une parenthèse sur Rafinha, même si effectivement, il y a le traitement, entre guillemets, de Pochettino. Après ces 2 premiers matchs, on nous avait quand même attaqué un petit peu en disant, ouais, alors Rafinha, c'est pas une mauvaise recrue. Ouais, c'est une bonne recrue dans la rotation. Il y a quand même une limite entre la rotation et être titulaire à Manchester City, par exemple. Et on voit bien contre Montpellier comment c'est. Maintenant, Rafinha, je pense que hier, il est bien parce que autour de lui, il y a du mouvement. Donc, ça lui permet d'échanger comme il aime. C'est-à-dire, il donne, il bouge, il donne, il bouge. Voilà, il est dans son rôle dans l'axe où il n'a pas besoin de faire des kilomètres, mais juste de faire les appels, voilà, de se déplacer tranquillement. Et de toute façon, c'est pas moi qui l'invente, le football, c'est un sport de mouvement. Donc, à partir du moment où tu as des solutions autour de toi, et comme le dit Nico, Bakker, même si, je prends l'exemple de Bakker parce qu'il en a parlé, effectivement, même si il y a des lacunes, le fait d'être là ou de faire un appel, ça crée quelque chose. Parce que même si c'est Bakker, le défenseur de Montpellier, il se dit pas, oh c'est Bakker, laisse-le y aller. Il se dit, il y a un mec qui a fait un appel, donc déjà il se décale pour aller le prendre. Donc il crée quelque chose. Et en fait, Rafinha il profite de tout ça. On l'a vu plusieurs fois cette saison. Rafinha, c'est vraiment un joueur. C'est pour ça qu'on avait dit aussi à un moment donné, au début, quand il avait commencé à jouer avec Verratti, on l'imaginait bien avec Verratti. Parce que Rafinha, c'est ce football de Barcelone. Voilà. Il a été formé à Barcelone. C'est ce football fait de redoublement de passes, de mouvements. Je donne, je bouge sur 3 mètres. Thiago Motta le faisait aussi très bien. Il a été formé à Barcelone. Voilà. Hier, il y a eu du mouvement pendant 1 heure. Il a été bien. Après, tu sens bien qu'il ne peut pas faire 90 minutes. Mais quand il a été en première période, il a été très intéressant. Un petit mot sur Rafinha, Nico. Et puis après, si tu veux enchaîner sur Idrissa Gueye qui a fait une super partie hier. Non, Yacine a tout dit. C'est un joueur qui fluidifie le collectif très clairement, mais qui est dépendant aussi de lui. Sarabia, c'est un peu le même genre de joueur. Alors, c'est pas les mêmes caractéristiques, mais je trouve que Sarabia, c'est à peu près la même donnée. C'est un joueur on le voit, qui quand il est dans une équipe comme ça, qui est très clairement orienté sur du mouvement, sur des propositions, sur des appels de balles, sur des courses sans ballon, c'est des joueurs qui, comme par hasard, sont meilleurs dans ces matchs-là.
Et par contre, quand tu vas mettre effectivement un Sarabia dans un match où tout le monde est arrêté et où Neymar vampirise le ballon, bah ouais, Sarabia, tu le vois pas forcément. Donc le match de Rafinha hier très intéressant et moi je trouve il est vraiment bien dans ce rôle de 10 parce qu'il a quand même plus de culture offensive que peut l'avoir un Verratti quand il a été positionné là. Voilà, il y a quand même chez Rafinha cette volonté d'aller frapper, d'aller dans la surface. Il n'est pas que dans la passe, il est aussi dans cette idée d'aller créer du danger. Moi j'aime beaucoup. Après, pour enchaîner sur Gay, bah, c'est un bon match, encore une fois, mais il est sacrément monté en puissance depuis quelques semaines, l'ami Gay. Est-ce que tu l'imaginais capable de jouer comme il a joué hier? Parce qu'hier, il a été quand même très offensif, Idrissa Gueye. Ouais, on a déjà vu des matchs comme ça avec Everton quand il était là-bas, hein, franchement. Ouais, moi j'aime bien ce joueur, même si il est irrégulier, on va dire, dans sa performance avec le ballon. Il est capable des fois de faire de très bons matchs quand il est très bien inspiré. Puis il y a des fois, il va être lent, il va mettre du temps à prendre les décisions et puis il va avoir plus de déchets. C'est un petit peu, alors je ne sais pas si c'est sa caractéristique ou si c'est selon des périodes où il est bien ou moins bien physiquement. En tout cas, quand il est comme hier, il est intéressant parce que hier, il a une qualité de passe qui est plus que bonne. Enfin, franchement, il a été très juste, évidemment. Il a été ouais, puis il est sur le but, hein, il est sur un début d'Mbappé, sur sa passe. Il a une qualité de passe aussi pour casser les lignes qui fait de plus en plus, je trouve. Alors, ça, c'est quelque chose d'assez important. Et puis, il y a aussi ce côté capable de se projeter sur 5-10 mètres avec une bonne conduite de balle et puis avec la tête haute pour toujours chercher la solution. Donc, hier, il fait vraiment un match très, très intéressant, mais c'est dans la lignée de ce qu'il a fait. Maintenant, moi, j'aimerais que ce Gay-là qu'on voit là depuis quelques semaines, j'aimerais qu'on le voit sur la durée d'une saison et sur les gros matchs et sur les matchs un peu moins importants. Voilà, j'aimerais qu'il trouve effectivement que ce soit son niveau référence. Ce serait vraiment forcément très intéressant parce que le Gay qu'on a vu hier, je trouve qu'il a vraiment sa place dans une équipe comme le PSG. Yacine, sur Gay, toi qui souvent tu as toujours dit que c'était un joueur qui évidemment sur le volume de jeu, physiquement, qui était un très très bon joueur, mais ce que tu lui reprochais souvent, c'était justement son manque de jeu vers l'avant ou peut-être le manque de prise d'initiative. Et on voit que ces derniers temps, comme l'a rappelé Nico, et surtout hier, que ce soit dans le jeu vers l'avant, que ce soit dans le fait qu'il porte aussi un peu le ballon, qu'il n'ait pas peur, et sur la justesse de ses passes, est-ce que tu as été surpris du match de Gay hier, même si on l'a déjà vu faire des bons matchs dans ce registre? Alors oui, alors juste un mot sur Rafinha, parce que j'ai oublié. Rafinha, c'est par contre typique de la construction d'un groupe. Quand tu cherches à avoir 13-14 top joueurs, entre guillemets, et des joueurs intéressants qui vont t'apporter dans la rotation et qui peuvent quand même malgré tout jouer un match important parce qu'ils sont pas, il n'y a pas 3 niveaux d'écart avec les autres. Ça, c'est typiquement le joueur, par exemple, à ce prix-là en plus, qui est très intéressant dans la construction d'un groupe. Quand on parlait de politique sportive la semaine dernière, pour moi, ça, c'est une vraie bonne recrue dans ce sens-là. Voilà. Tu n'en feras pas un de tes cadres. Par contre, quand tu as besoin de lui, il est là. Et c'est un joueur de très bon niveau. Voilà. Pour Gay, oui, mais en fait, tu vois, c'est quand on l'a beaucoup critiqué, moi, on m'a dit, on l'a vu partout, hein, sur les commentaires, sur les réseaux, etc. T'en veux à Gay, qu'est-ce que tu as après Gay, etc. Alors moi, je veux bien tout expliquer, mais le problème, c'est que me dites pas que tout le monde savait qu'il allait faire les matchs de février, mars, avril, et qu'en plus de ça, si tout le monde aujourd'hui revient à dire ouais, depuis 3 mois, il est bon, c'est bien qu'en décembre, il n'était pas bon. Oui. Donc en fait, je mentais pas. Ah oui. Donc c'est trop facile de dire ça. Moi, j'avais parlé de certains points, je les ai montrés dans les minutes coach, notamment en janvier, février, où il n'était pas encore revenu bien. Depuis mars-avril, j'ai montré aussi tout ce qu'il fait bien. Ça passe hier pour Mbappé. C'est une vraie passe de milieu offensif. Elle est dosée, elle est donnée entre les deux joueurs. Mbappé, il n'a plus qu'à finir. Il n'y a rien à dire. Je pense que pour Gay, il y a 3 gros éléments. Le premier, il est physique. Voilà, on voit bien que, bon, après, c'est pour tout le monde le cas, mais peut-être plus lui, quand il est vraiment bien physiquement, qui peut enchaîner les efforts. Oui, ça l'aide. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, il est peut-être. Alors, il y a le système, c'est-à-dire que avant, avec Tourelle, il y avait le système de. Alors, il y a eu le 4-4-2, mais où les deux milieux étaient vraiment livrés à eux-mêmes et avec les 4 offensifs là-bas qui s'éclataient, entre guillemets.
Et donc, tu ne pouvais pas non plus aller accompagner en faisant le 5e, le 6e, etc. Parce que tu avais déjà aussi 2 latéraux. Donc, c'était compliqué, il devait rester en place. Donc, il était peut-être un peu bridé. Le deuxième système, c'était le 4-3-3. Et dans le 4-3-3, on est plus sur un système de conservation du ballon. Et on voit bien que ce n'est pas son jeu. Ce n'est pas le joueur qui va multiplier les passes, comme Rafinha ou Verratti, Mota à l'époque, etc. Par contre, et le truc, c'est que quand il y avait Matuidi dans ce 4-3-3, c'est Matuidi qui prenait la profondeur. Mais avec 3 offensifs comme Mbappé, etc., en fait, même s'il y avait eu Matuidi, il n'aurait pas pu prendre la profondeur à la place d'Mbappé, comme il le faisait avant, parce qu'il y a Mbappé. Donc, et quand il le faisait, Matuidi, c'est parce que aussi Ibrahimovic décrochait et l'animation offensive permettait à Matuidi de faire ça. Exactement. Si Matuidi aurait joué aujourd'hui au PSG, là, oui, non. Joué au PSG, il n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait, tu vois. Oui, parce que lui, il part l'année où Mbappé et Neymar arrivent, donc ils n'ont pas vraiment joué ensemble. Hein. Et donc, en fait, là, aujourd'hui, il est typiquement dans le système, entre guillemets, qui lui va, c'est-à-dire qu'il est deuxième milieu défensif, mais relayeur, parce que Paredes, c'est pas lui qui va aller là-haut. Donc, en fait, c'est Gueye qui doit faire ça. Et comme devant lui, il y a eu du mouvement hier, et on voit bien la différence entre le Gueye dans certains matchs où il n'y a pas de mouvement devant lui, où les joueurs gardent le ballon, et hier où ça bouge. Hier, il récupère un ballon, il percute, il y a un appel, il donne. Moi, je le dis, je le redis, Gueye, vous regardez son parcours, les équipes dans lesquelles il a évolué, c'est des équipes, entre guillemets, je caricature un peu, mais des équipes de transition. Ouais. Voilà, ce n'est pas des équipes qui jouent à 40 mètres du but adverse, parce que ce n'est pas un joueur capable d'échanger dans des très petits périmètres très vite. Par contre, mais peut-être que là, Yacine, il est en train justement de s'adapter. Peut-être que ça a mis plus de temps pour lui parce qu'il a joué en première ligue. Sa dernière équipe, c'était Everton. Et qu'évidemment, Everton n'a jamais été une équipe de possession. Peut-être qu'il a juste pris du temps pour lui de s'adapter à ce type de jeu. Et qu'aujourd'hui, peut-être qu'à force de répéter les matchs, etc., il est simplement beaucoup mieux. Et il appréhende le jeu mieux qu'il y a quelques mois, on va dire. Ça oui. Mais moi, je pense que c'est surtout l'évolution du PSG. Voilà, on l'a dit depuis plusieurs semaines, cette équipe est une équipe aujourd'hui de transition. On voit bien que le PSG, par exemple, à Barcelone, il joue beaucoup plus bas qu'il ne l'a jamais fait, même quand le grand Barcelone, Paris n'avait jamais joué aussi bas, entre guillemets, n'avait jamais subi autant, volontairement, voilà, plutôt. C'est-à-dire qu'ils avaient subi quand ils étaient dominés par les vagues, mais ils n'avaient jamais décidé dès le départ d'être aussi bas. Et en fait, je pense qu'il y a la confiance de Gueye, la confiance que lui témoigne Pochettino, parce que la confiance d'un coach, elle est très importante, mais il y a aussi l'évolution du jeu du PSG. Voilà, c'est moins un jeu de possession, donc automatiquement, il est plus en rapport avec ses qualités. Donc c'est un mélange de tout ça, et effectivement, sa fin de saison, depuis 1 mois et demi, 2 mois, elle est très bonne, il n'y a pas grand-chose à dire. Peut-être une petite chose, c'est que dans sa projection, on ne sent pas encore la confiance totale pour prendre un risque supplémentaire, par exemple dans la frappe, ou tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que la passe de Mbappé hier, il y a 2 fois où il est devant la surface, il peut frapper et il cherche quand même une passe. Tu vois? Ouais, il nous a fait une Verratti, quoi. Ouais, voilà. Alors que pourtant, quand il arrive au début, il avait tenté des frappes. Alors, c'était pas toujours cadré, etc. Mais il tentait. Il le tente de moins en moins. Voilà, peut-être que c'est le dernier gap à franchir pour lui, quoi. Excuse-moi, ça reste le milieu qui frappe le plus au but quand même, je pense, quand tu regardes. Enfin, de toute façon, dans les milieux. Paredes, il frappe, il tente, il foire souvent, mais il tente. Par contre, le profil de Gueye, en tout cas, tu n'en as pas d'autre dans l'effectif du PSG. Ce profil-là, c'est le seul qui le présente. Et si tu pars du principe que tu as besoin de lui sur le terrain, ça va poser quand même un vrai débat sur qui sera le deuxième à côté de lui, parce que moi, je reste persuadé que Verratti en 10, c'est pas une. Alors, justement, Nico, comme je voulais garder 10 minutes pour qu'on fasse un débat sur Verratti, mais tu vas prendre la parole tout de suite. C'était suite au papier qu'avait fait Yacine pour le site parisunited.fr. En gros, c'était Verratti. Évidemment que dans l'effectif du PSG et surtout dans le milieu de terrain du PSG, il nous semble que pour nous, il est indispensable, essentiel. Et en même temps, c'est un joueur qui est de moins en moins fiable physiquement parce qu'il manque beaucoup de matchs. Et malheureusement, c'est souvent des matchs importants. Il a quel âge aujourd'hui? Il a 28 ans.
28 ans. Il est sous contrat jusqu'en 2024 encore, il me semble. Donc, il a encore 3 ans de contrat. La question qu'on se posait, alors que tout le monde sait, notamment pour Yacine, que Yacine adore le joueur. Je pense que Nico et moi, c'est pareil. On n'a jamais caché notre amour pour ce joueur. Mais est-ce qu'aujourd'hui, après autant de saisons passées au PSG et ces dernières années, beaucoup de blessures, beaucoup d'absences, notamment, je le disais, sur les matchs importants, est-ce que Paris devrait songer peut-être, je dis bien peut-être, à s'en séparer pour essayer de créer autre chose au milieu? On voit qu'il y a des rumeurs qui arrivent pour la saison prochaine. Alors, même si ce n'est pas le même poste, parce que là, on parle de Locatelli qui joue plutôt devant la défense. Mais Nico, pour toi, Verratti, est-ce qu'on le garde encore parce que c'est un joueur fantastique et que malgré tout, quand tu as des adversaires qui mettent la pression, c'est le seul aujourd'hui au PSG qui est capable de tenir un peu le ballon, de le ressortir proprement? Ou est-ce que maintenant, ça fait 9 ans qu'il est au PSG et qu'il faudrait peut-être essayer de changer autre chose et d'avoir un joueur déjà plus fiable physiquement qui va t'apporter autre chose et peut-être tourner la page Verratti? Alors, déjà, le plus fiable physiquement, moi je veux bien, mais ça ne décide pas comme ça d'un claquement de doigts. Parce que sinon, ce serait facile. Pastore, on aurait tous aimé qu'il soit plus fiable physiquement, et puis il serait peut-être encore à Paris, tu vois. Sauf qu'il y a un moment où tu es aussi devant la réalité des faits, des blessures, et qu'il y a des fois où il faut prendre des décisions. Verratti, c'est un problème, le physique. On peut dire tout ce qu'on veut. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat sur son hygiène de vie, est-ce qu'il fait tout ce qu'il faut pour être à son niveau. Ce qui est sûr, c'est que depuis sa double pubalgie, il traîne ses blessures à répétition et que je pense que malheureusement pour lui, ça va être comme ça jusqu'à la fin de sa carrière. Et puis en plus, il vieillit, comme tu l'as dit. Après, ton projet, en fait, de toute façon, il ne tourne pas autour de Verratti. Ton projet, là, cet été, ça va être comment est-ce que Pochettino veut faire jouer le PSG l'an prochain et avec quel joueur? Si Pochettino, il voit dans Verratti un joueur a priori, Verratti sera là. Il n'est pas question. Oui, il n'y a pas de raison. Mais toi, ce que je veux dire, c'est que si Pochettino voit en Verratti effectivement un pilier essentiel, on va le garder et puis il va falloir continuer. Mais ce que disait Julien au début du podcast est intéressant, c'est que sur ces postes-là, tu ne peux pas te reposer sur un seul joueur aujourd'hui. Il faut absolument densifier les postes sur des postes clés comme ça. Et effectivement, avoir juste le seul Verratti capable de garder le ballon sous pression, c'est un problème parce que Verratti n'est pas toujours là aujourd'hui. Après, sur le profil du joueur Verratti, moi j'aime beaucoup ce joueur, je ne vais pas vous mentir. Est-ce que c'est un top player aujourd'hui Verratti? C'est aussi la question que les gens doivent se demander. Est-ce que c'est une référence à son poste? Tout le monde, quand tu commences à parler de Verratti, il fait chier, il est toujours blessé, il ne sert à rien. Alors il y en a qui sont dans l'excès. Surtout qu'en Italie aujourd'hui, il y a beaucoup de milieux de terrain qui émergent et qui sont très bons, qui sont déjà internationaux. Je pensais à Barella, à Locatelli. Il y a d'autres joueurs comme ça, des milieux de terrain, voilà, qui sont peut-être sur un autre style, et même physiquement, ils sont plutôt grands, etc. Mais est-ce que même pour Verratti, même pour sa place en équipe nationale, est-ce qu'il n'y a pas un risque à force d'être blessé, à force d'être fragile physiquement? Non, même sans les blessures, après, encore une fois, moi le débat, je trouve que Verratti, il faut surtout l'avoir sur le jeu Verratti. Le côté physique, oui, il y a un moment, effectivement, si ça devient trop pénalisant, il doit rentrer en compte. Mais là, moi, je vais te parler que du débat Verratti sur le footballeur. Aujourd'hui, je pars du principe où tu dois te demander, est-ce que tu veux la référence à ton poste dans ton équipe? Le PSG vise la Ligue des Champions tous les ans. On va dire qu'on est dans le top 6-7 européens en permanence. Donc le PSG doit viser l'excellence sur tous ses postes. Tu as la référence aujourd'hui en termes d'attaque avec Mbappé. Tu peux difficilement trouver mieux. Tu as une référence en défenseur central avec Marquinhos. Tu peux difficilement trouver mieux. Tu as la référence avec un gardien, tu as Navas. Quelle est la référence aujourd'hui au milieu de terrain? Ton meilleur milieu, sur le papier, on va dire que c'est Verratti. Est-ce que Verratti est titulaire au Bayern en ce moment? Non. Est-ce que Verratti est titulaire à City? Je suis pas sûr. Est-ce que demain le Bayern sonne au PSG en disant voilà, on aimerait échanger Kimmich avec Verratti? Est-ce que vous acceptez? Faut être honnête, les mecs, on accepte tous. Alors, sauf la secte Verratti qui va encore m'insulter, mais aujourd'hui on propose moi d'échanger Kimmich avec Verratti. Je le fais monter dans mon Kangoo et puis je l'emmène moi-même à Munich, l'ami Verratti, tu vois. J'ai pas de Kangoo en plus, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc Verratti, pour moi, il est là le débat. Est-ce que le joueur qu'il est devenu aujourd'hui, parce que ça fait quand même longtemps qu'il est à Paris, est-ce qu'il est devenu une référence à son poste? Moi, je pense qu'il y a beaucoup mieux que lui.
Même si c'est un très bon joueur, je précise, je l'aime énormément, c'est un top player, mais ce n'est pas aujourd'hui pour moi la référence des milieux de terrain en Europe. Donc, est-ce que le PSG doit construire son milieu de terrain futur sur Verratti ou aller chercher, essayer de trouver une autre référence? C'est un autre débat. Et ça, le seul qui peut répondre, j'ai envie de te dire, c'est Pochettino. C'est lui qui sait ce qu'il veut faire l'an prochain du PSG. S'il trouve que Verratti s'inscrit dans le jeu dans l'identité de jeu qu'il veut donner à Paris, il n'y a pas de souci, gardons Verratti. S'il a d'autres idées, bah, peut-être que ça se fera sans Verratti. Et c'est la vie d'un club. On ne va pas passer forcément 15 ans avec lui. S'il doit partir, il partira. Et moi, je vous ai donné l'exemple Pastore. Hein. Voilà, moi, Pastore, ça m'a déchiré le cœur qu'il parte parce que j'adorais ce joueur. Mais il y a un moment où il faut te rendre compte que le joueur, aussi bon soit-il, bah, il y a des lacunes soit dans le jeu, soit dans le physique et que ça ne peut plus matcher. Verratti, on est, je pense, dans le débat sur les deux aujourd'hui. On peut parler du physique, on peut aussi parler du jeu, à mon avis. Bon, tu parlais de Pastore, j'ai le maillot de Pastore sur le dos. Vous ne pouvez pas le voir, mais il est signé, hein, donc c'est un maillot collector. Voilà. Yacine, dernière question dernier débat pour toi sur Verratti, parce que je sais que tu dois y aller, on a 5-6 minutes. Est-ce que le changement aussi de position sur le terrain, peut-être qu'il a eu du mal à s'adapter cette saison, est-ce qu'il faudrait peut-être pas qu'il revienne à un poste de pur relayeur, Verratti? Alors, mieux entouré évidemment, comme l'a dit Nico, et pour toi, quel serait le joueur idéal pour accompagner Verratti s'il redescend en milieu relayeur la saison prochaine? Alors, le milieu idéal pour toi en Europe, qui t'irais chercher pour accompagner Verratti? Je te parle en relayeur. Alors, si tu veux aussi ajouter un milieu défensif qui jouerait derrière, comme à l'époque avec Thiago Motta, tu peux aussi. Alors, le truc, c'est que la première chose, je vais venir sur les blessures vite fait, parce que quand on parlait des blessures et tout, moi, je le répète, et je l'ai écrit dans plusieurs papiers, son opération de la pubalgie, qu'il a fait très jeune. Ouais, c'était une erreur. Voilà. Ah ouais. Je le redis, vous pouvez regarder dans l'historique des joueurs de foot, il y en a très peu qui vont jusqu'à l'opération, parce que les conséquences, elles sont très graves. Et très souvent, les complications, elles sont ailleurs et nombreuses. Donc, ça, c'était une erreur. Il l'a fait parce qu'il y avait l'Euro qui arrivait et qu'en fait, c'était la seule chance qu'il avait de pouvoir espérer de jouer l'Euro quand il s'est fait opérer. Et rappelez-vous, c'est avant le match retour contre Chelsea, c'est entre les deux matchs qu'il s'est fait opérer. Donc, tout ça, ça compte. En plus, Verratti, c'est un joueur qui est plutôt trapu, donc petit, qui doit avoir une grosse masse musculaire, entre guillemets, on le voit bien sur ses appuis, etc. Donc, c'est quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Maintenant, il a voulu tenter pour jouer l'Euro. C'était une erreur, il le paye. Je voulais juste, parce qu'on parle tout le temps de Verratti et on nous dit, ouais, il est tout le temps absent. Alors, j'ai pris juste De Bruyne, 2018-2019. Alors, déchirure du ligament, 65 jours d'absence. Je reste dans la même saison. Blessure au ligament, 43 jours. Problème musculaire, 6 jours. Problème à la cuisse, 27 jours. Claquage tendineux, 20 jours. Tout ça, c'est juste en 2018-2019 pour De Bruyne. Cette saison, il en est à blessure musculaire, claquage tendineux, blessure mineure. Il est après, à peu près à 40 jours d'absence, De Bruyne, cette saison. Et il a failli être absent plus longtemps avec sa blessure à la cheville qui finalement a été un peu moins grave que prévu en finale. Oui, avant le match du PSG. Voilà. Il était parti pour 4 semaines d'absence. Finalement, ça a été moins grave que prévu, mais on n'est pas passé loin de la blessure grave. Donc, l'histoire des blessures, moi, je veux bien. Mais en vérité, quand vous regardez aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui manquent, et notamment les milieux de terrain. Après, sur le jeu. Le jeu, c'est toujours pareil. Moi, je reste persuadé que le football, c'est une question de connexion et de parler le même langage. Thiago Alcantara, l'année dernière, tout le monde, moi y compris, hein, mais tout le monde nous en a parlé. D'accord? Sa saison Bayern, exceptionnelle, etc. Il se retrouve à Liverpool. Aujourd'hui, il rentre carrément dans des matchs à la mi-temps, des fois à 20 minutes de la fin. Quand il joue, moi, je vois sur Twitter, par exemple, qu'est-ce qu'il fait là? Thiago, c'est pas possible, etc. Donc, en fait, c'est dire Verratti, ouais, il n'a jamais rien apporté, etc., comme il y en a qui vont dans la caricature, c'est des bêtises. Verratti, c'est ton meilleur milieu de terrain. C'est celui qui te permet de sortir des zones de pressing le plus facilement. C'est celui, et ça ce sont les chiffres, qui court le plus quand il joue et qui récupère le plus de ballons quand il joue. Donc on est d'accord qu'il ne court pas dans le vent, Yacine, hein, comme il ne court pas dans le vent. Il court, enfin, tu peux croire qu'il court dans le vent, mais comme on l'a vu avec Gay contre Manchester City, parce qu'en fait, à un moment donné, ces joueurs-là sont obligés de compenser le manque de travail des joueurs de devant. Le football des années 86, où le numéro 10
ne joue qu'avec le ballon et l'avant-centre attend les ballons dans la surface, ça n'existe plus. Donc, ces joueurs-là, à un moment donné, ils s'épuisent à compenser le manque d'effort des autres. Voilà. Pour terminer, je l'ai dit dans le papier et je le redis là. Oui, à un moment donné, tu dois te poser la question de te dire, est-ce qu'on tourne la page? Pour tout le monde. C'est-à-dire que pour le PSG, de dire, voilà, on donne 8 millions à un joueur qui finalement a des absences, etc. Est-ce que si on a une bonne proposition, on doit le vendre? Sur le jeu que Pochettino imagine de faire pratiquer l'année prochaine, même si je reste persuadé, moi, que Verratti est capable de s'adapter à tous les systèmes, parce qu'il a un jeu en rupture par-dessus la défense qui est bon, il sait sortir des ballons, il sait jouer bas, il sait jouer haut, et il sait échanger dans des espaces restreints. Donc je pense qu'il peut s'adapter à tout. Le vrai truc, comme je l'ai écrit dans le papier, pour moi aujourd'hui, ce serait de se donner encore 1 an et de dire, à partir de maintenant, Verratti, pour nous, il n'est plus dans l'équipe type, entre guillemets. Voilà. On construit notre milieu et on se dit, voilà, qui on veut. Là, on a entendu parler de Locatelli, par exemple. Voilà, tu fais ton recrutement. Tu vends qui t'a à vendre. Tu fais ton recrutement et tu as tes 5-6 milieux de terrain. Parce que je rappelle que c'est pareil. Évidemment que quand Verratti manque, c'est un problème. Mais oui, parce que tu le remplaces par Herrera. Le truc, c'est qu'à City, quand tu remplaces Rodri, c'est Fernandinho. Quand tu remplaces De Bruyne, c'est Bernardo Silva qui peut jouer plus bas. Ce que tu veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas d'équivalent à Verratti, en tout cas en doublure. Et voilà. Peut-être Rafinha, mais dans un rôle différent. Voilà. Donc moi, je dis aujourd'hui, construis ton groupe avec tes 5 ou 6 milieux de terrain. Et en fait, tu mets Verratti là-dedans. Et en gros, Verratti, au départ, tu n'es pas titulaire. Maintenant, si tu es à ton niveau, si tu fais ce qu'il faut pour enchaîner les matchs et tout, en fait, tu gagneras ta place. En gros, avant, on se disait, quoi qu'il arrive, il faut mettre Verratti. Maintenant, moi, je te dis, quoi qu'il arrive, Verratti va gagner ta place. Voilà. Donc ce que tu dis, Yacine, toi, c'est qu'il faut lui mettre une vraie concurrence, en gros. C'est ça que tu es en train de dire. Mais comme j'ai dit sur le papier, sur l'équipe MB, je pense qu'à un moment donné, il y a des joueurs à qu'il faut booster. Et les leviers, ils sont simples. Le banc, la concurrence ou, entre guillemets, la menace d'un départ. Genre, en gros, bah, écoute, nous, s'il y a une proposition, des fois, ça fait réagir les joueurs. Je pense qu'il faut en arriver là. Comme l'a dit Nico, tu ne peux plus compter que sur Verratti en disant, en gros, c'est notre meilleur joueur. S'il n'est pas là, c'est la fin du monde. Voilà. Je pense que l'étape du PSG aujourd'hui, c'est ce que je dis depuis 6 mois, à savoir un gros collectif. Comme l'a dit Julien Cazard tout à l'heure, oui, tes joueurs comme Neymar et Mbappé, tu en as besoin, mais dans l'inscription d'un collectif, et ce sont tes facteurs X qui t'apportent le supplément. Et non pas l'inverse de te dire, c'est eux qui nous font gagner. Parce que je rappelle que les derniers matchs, Pochettino, il maîtrise tellement pas grand-chose en ce moment, avec toutes les circonstances qu'on veut, l'arrivée, etc., que parfois, en cours de match, il repasse en 4-4-2 parce qu'il a 2 joueurs qui ne courent pas. Et en gros, comme ça s'est passé à Rennes, je crois, où il met Draxler et Neymar, en gros, allez finir devant. Vous ne pouvez pas vous replacer, donc finissez devant. Je vais me réadapter. Mais déjà, ça, c'est pas possible. Et hier aussi, à un moment donné, il y a un peu une réorganisation. Elle est un peu moins flagrante, mais où on demande moins d'efforts à certains. Et c'est pour ça aussi que Gay finit un peu plus fatigué, parce que Gay, il enchaîne et il finit fatigué, parce qu'à un moment donné, quand tu dis en gros, tiens, fais moins d'efforts parce que je te laisse faire moins d'efforts, bah, à un moment donné, les autres, ils doivent courir pour 2. Tu vois? D'ailleurs, Nico l'a vu, parce que j'en ai parlé hier dans le groupe WhatsApp, je crois que Gay se claque. J'ai vu le tweet et la vidéo de Nico et effectivement, je suis à cuisse. Alors, bon, on espère que c'est rien de grave. Ouais. Et on verra pour le prochain match. Est-ce que tu veux dire un dernier mot, Nico, avant qu'on ne se quitte? Non, bah, je pense qu'on a bien résumé Verratti. Hein. Puis je reprécise que moi, je suis absolument pas favorable à une vente de Verratti cet été. Je pense que c'est un joueur extraordinaire qui a sa place dans l'effectif du PSG, mais pas dans le milieu tel qu'il est construit actuellement. Voilà, il y a trop de déséquilibre dans ce milieu pour que Verratti, tu puisses compter sur lui toute la saison et te dire on a de quoi faire. Verratti a besoin d'avoir à la fois des joueurs de ballon autour de lui, avoir des profils qui vont aussi venir renforcer la complémentarité entre tous ces milieux et surtout donner des solutions à Pochettino en cas d'absence, parce que comme le dit Yas, tu peux pas aujourd'hui te dire le collectif. Aujourd'hui, voilà, c'est le jeu collectif du PSG ne repose que dans les pieds de Verratti. Tu peux pas avoir ce raisonnement, c'est complètement
complètement inapproprié pour une équipe qui vise une Ligue des Champions. Donc, il faut évidemment renforcer avec des collectifs, mais avec une vraie qualité technique qui va donner une concurrence à Verratti. Moi, j'aimerais bien que, alors, en 30 secondes, que vous me donniez votre milieu complémentaire, celui que vous aimeriez voir au PSG évoluer aux côtés de Verratti. Yacine, est-ce que tu as un nom en tête? Juste pour une comparaison. Alors, vas-y, comme ça, après on termine. Pour une comparaison, il faut, pour ceux, parce que c'est facile toujours de retenir le meilleur moment, mais pour ceux qui se connaissent ou qui ont envie de s'intéresser, Pirlo, par exemple, c'est un joueur qui éclate très tard. Pirlo, c'est un joueur qui appartient à un moment donné à 50% à l'Inter et au Milan. Personne ne sait quoi en faire. Et il faut que Carlo Ancelotti le repositionne en numéro 6 devant la défense et pour que Pirlo prenne son envol. D'accord? Le football, c'est pas. Si les gens pensent que Pirlo à 20 ans, il était extraordinaire et qu'il a été extraordinaire de 20 ans à 36 ans, c'est pas vrai. Donc il y a aussi ça. Il faut toujours prendre en compte ce que je disais tout à l'heure, le contexte. Allez, rapidement, si tu as un joueur, toi, que tu aimerais voir évoluer aux côtés de Verratti au PSG la saison prochaine, ça serait lequel? En 30 secondes. Hein. Franchement, alors, je parle en termes si tu as les moyens, d'accord? C'est-à-dire que j'ai pas d'enveloppe. Non, tu dis le nom que tu veux, cher, pas cher. Pour moi, aujourd'hui, il y a deux joueurs pour réellement, pour compléter ton milieu de terrain. Il y en a un, pour moi, c'est Barella. De l'Inter. Qui est jeune, qui explose. Alors c'est facile parce qu'il est connu et qu'il a fait une grosse saison. Mais pour moi, en plus, il joue avec lui en équipe d'Italie. Et je pense que c'est un profil qui correspond parfaitement. Et je pense qu'avec Barella, tu peux presque, entre guillemets, animer un milieu de terrain Gay, Verratti, Barella, avec pas réellement de 6, tu vois, un milieu de terrain où tout le monde peut un peu tout faire dedans. Maintenant, je pense que Gay Verratti, ça peut fonctionner si derrière, tu as un autre joueur que Paredes. Encore une fois, moi, j'aime bien Paredes, la qualité de passe et tout. Mais un joueur comme Brozovic, par exemple, ou comme Milinkovic-Savic, en fait, c'est des joueurs qui ont beaucoup plus d'activité et qui vont soulager Gay et Verratti dans les compensations. Voilà. Bien Locatelli, du coup, alors. Locatelli aussi. Ouais, voilà, Locatelli. Après, je pense que c'est moins cher que les autres, donc c'est le meilleur compromis. La différence, c'est que. Brozovic, l'Inter a besoin d'argent. Ça peut se négocier. Les prix ne seront pas forcément les mêmes, peut-être, cette saison à cause du Covid. Donc, voilà. Voir. Après, Locatelli, pourquoi je le dis un peu moins? Parce que Brozovic, Barella ont joué en Ligue des Champions. Ils sont en équipe d'Italie. Pour Barella. Et en fait, ils jouent des gros matchs dans une équipe qui est partie chercher le titre en Serie A. Et Locatelli, aujourd'hui, moi, je trouve que c'est un très bon joueur. J'ai fait le papier. C'est un très bon joueur qui correspond aussi à ce qui manque au PSG. La différence, c'est qu'il joue à Sassuolo. Donc, il a perdu hier contre la Juve, il me semble. Ouais, mais qui manque un penalty à 0-0. Enfin bref, il faut revoir le match. Mais... C'est Bouffat, d'ailleurs, qui arrête le penalty. Hein. Ouais. Mais Locatelli, c'est un joueur qui a échoué à Milan. Alors, c'est dur, hein, c'est comme au PSG, en fait. Il avait 20 ans, il a été formé là-bas. Il a eu du mal à s'en sortir. C'est pour ça qu'il a rebondi à Sassuolo. Et Sassuolo, c'est un football très spécial avec 2 Zerbi. Oui. Un jeu très offensif. Voilà. Donc, c'est toujours pas. Alors, ça correspondra peut-être au PSG. Ça ressemble un peu à l'Atalanta, Yacine. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a des similitudes. Après, ça peut correspondre au PSG, par exemple, en Ligue 1, qui a beaucoup le ballon. Maintenant, il n'a pas de référence internationale. Il a 9 sélections en équipe d'Italie. Il est arrivé depuis septembre. Voilà. Maintenant, c'est un joueur très intéressant parce que c'est un joueur jeune aussi, il a 23 ans. Et c'est un joueur qui a parlé tout seul du PSG. Heureusement que j'ai dit 30 secondes. Hein. Ouais, mais pour une fois, c'est un joueur qui a fait un appel du pied au PSG et pas l'inverse. Oui, bah c'est assez rare pour le souligner. Nicolas. C'est pas sympa de me faire passer après Yacine. Ça, c'est comme dans la cour quand le mec à côté de toi, il choisit le premier joueur, il prend toujours le meilleur. Donc là, il a pris tous les bons joueurs. Et moi, maintenant, je suis sur le marché parallèle, quoi. Il me reste que les tocards à citer. Alors, il y a un joueur comme Tonali qui est intéressant aussi. Hein, alors moi, je vais tous les joueurs qu'a cité Yacine, c'est des joueurs qui sont intéressants par leur profil. Du coup, je vais partir sur un profil complètement différent pour essayer de voir si c'est pas aussi des pistes à explorer. Peut-être que le PSG a besoin de joueurs sur le profil d'un Ndombele, par exemple. Voilà, ce genre de milieu très puissant, box to box, vraiment pour le coup. Alors, comme Pogba peut l'être, mais j'allais dire. Voilà. Je me demande si c'est pas aussi le profil qui ferait du bien dans le PSG. Après, moi j'aime bien Ndombele, je trouve que c'est un très très bon joueur je pense qu'il a tout ce joueur. Il fait une super saison à Tottenham en plus.
Maintenant, est-ce que c'est un joueur qui peut arriver dans le contexte du PSG et puis arriver et puis à faire ce que tu attends de lui? Ça, c'est un autre problème. On en a vu beaucoup des joueurs comme ça avec ce CV entre guillemets de joueurs de la région parisienne et puis qui arrivent pas, qui se noient dans le contexte parisien. Mais voilà, peut-être ce genre de profil-là, un peu différent des joueurs cités, un joueur peut-être un peu plus physique que manière de ballon, malgré une bonne technique aussi. Donc, un N'Golo Kanté, ça ne te déplairait pas non plus, du coup? Non, mais N'Golo Kanté, on sait qu'il viendra jamais. Après, si tu me Non, il dis, viendra pas, ça, c'est sûr. si on est en no limite total, moi je vous l'ai déjà dit, moi ma référence à ce poste c'est Kim. Enfin moi je trouve qu'un Kimmich aujourd'hui serait, pour moi c'est la référence absolue des milieux de terrain. Moi j'aime beaucoup ce joueur. Après c'est pareil. Personne n'a cité Wijnaldum qui est en fin de contrat du côté de Liverpool. Ouais. Après, tu as un autre joueur aussi, c'est le profil de mecs genre Casemiro, tu vois, c'est des joueurs intéressants ça. Ah oui. Est-ce que c'est pas justement aussi un mec comme ça qui peut te faire du bien dans ton milieu? Mais ça c'est, comme le dit Yacine, c'est des associations. Il va falloir trouver l'association des trois milieux. Comment est-ce que tu veux les faire jouer? Si tu as besoin d'une vraie sentinelle, un mec comme Casemiro, c'est juste. Quand tu vois comment Fernandinho il nous a mis la misère avec City, tu vois, ce genre de profil joie de mecs un peu dur au mal, qui sont pas forcément les meilleurs footballeurs en termes de possession de balle, en termes de jeu en soi, mais qui sont aussi ultra utiles. Il y a tellement de profils aujourd'hui, mais il va vraiment falloir que Pochettino se décide sur ce qu'il veut faire. Un mec comme Fabinho aussi à Liverpool, ouais, qui a été souvent cité du côté du PSG, malheureusement ça n'avait pas pu se faire parce que l'année où tu es sur lui, tu as Mbappé, Neymar, tu avais déjà dépensé beaucoup d'argent. Mais ça aurait été lui aussi un très bon joueur pour le PSG. Un dernier mot, Yacine, avant qu'on se par rapport à Wijnaldum. Oui, parce que c'est une opportunité de marché, parce que gratuit, c'est une affaire à faire. Maintenant, si par exemple tu me dis tous les joueurs qu'on a cités là depuis le début, allez, on va dire c'est 45 millions. Mais Wijnaldum, il est le dernier de ma liste. C'est ça le truc, tu vois. C'est-à-dire que tu prends aujourd'hui, tu parles en tant qu'opportunité, mais tu ne mettrais pas forcément de l'argent sur le joueur. Voilà. Je pense que c'est un bon joueur. C'est en plus un joueur aussi qui peut te permettre de jouer à plusieurs postes, qui est capable de faire beaucoup de choses. Mais c'est en dessous de ce qu'on a cité avant. Tu vois, donc voilà, oui, c'est une belle opportunité. En tout cas, si vraiment Paris allait, je pense que Paris doit le faire parce qu'un joueur de ce niveau-là, gratuit, tu vas pas en avoir tous les ans des opportunités. Est-ce que tu comparerais ça avec le transfert d'Herrera qui était libre à Manchester United est-ce que ça ressemble un peu à ça? Ouais, moi, même si je pense que pour moi, Wijnaldum, c'est au-dessus d'Herrera. D'accord, très bien. Bah, écoutez, merci messieurs. On n'a pas cité Camavinga aussi, qui apparemment est qui est aussi intéressé par le PSG serait sur Camavinga aussi, tu vois. Donc, toi, en tout cas, tu sens quand même que le dossier du milieu et des latéraux cet été, il va être quand même pris à bras le corps et qu'ils ont quand même identifié des gros manques à ce niveau-là. Donc, avant tout cela, il va falloir que Leonardo se retrousse les manches et qu'il vende les joueurs indésirables. Et ça va être une des conditions sine qua non pour pouvoir faire un bon mercato. Tu as des joueurs jeunes qui sont en échec au PSG. Je pense à Kerrer, par exemple, qui est en échec au PSG, mais qui peut-être rebondir ailleurs. J'ai vu une rumeur sur Arsenal, j'y crois pas du tout. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être le prêter avec une option d'achat parce que je ne pense pas que tu puisses le vendre directement comme ça, surtout si tu veux récupérer un peu d'argent. Mais il va falloir quand même vendre. Il va falloir beaucoup vendre. Des joueurs comme Sarabia qui n'ont pas réussi forcément, Kerrer, des joueurs, il y en a plein. Peut-être se séparer aussi de joueurs trop limités comme Baker, Dagba. Voir ce que tu fais avec Diallo, si tu gardes en doubleur de Kimpembe, tu vois. Par contre, on a beaucoup parlé des milieux, mais pour moi, la priorité, c'est un troisième défenseur central de haut niveau et vraiment les latéraux. Mais on aura l'occasion d'en reparler dans les podcasts cet été, une fois que la vraie priorité, elle est là. Voilà, on fera la liste au Père Noël, t'inquiète pas, Yacine. Merci à tous les deux, merci Nicolas, merci Yacine, passez une très bonne journée. Et puis nous, on se retrouve lundi à l'issue du multiplex, l'avant-dernière journée de Ligue 1. Salut à tous. Ciao. Ciao.